Okay. Okay. Bonjour. Bonjour. En ce moment, j'ai envie de changer de voiture. Et puis, il y a un an, j'ai déménagé. Et puis, peut-être que j'ai envie de faire des nouvelles rencontres. Et dans tous ces moments-là, vous êtes là pour moi. Vous, les entreprises de l'énergie, de l'auto, de la banque, de l'assurance, des rencontres aussi, de l'immobilier. Vous êtes en fait l'industrie des grandes décisions. Mais les grandes décisions, ça se repousse facilement. Surtout quand la confiance en l'avenir est aussi basse qu'aujourd'hui. Bah oui, les consommateurs, ils rationalisent. Et vous aussi, les marques. Chaque euro est analysé, justifié, etc. Et si vous avez l'impression que c'est de pire en pire, il y a au moins deux raisons. La première, c'est que les tremblements des systèmes économiques et politiques affectent la rentabilité des produits que vous vendez. La deuxième, c'est les comportements des utilisateurs. Les parcours bien linéaires, c'est fini. C'était le cas déjà depuis un moment dans le retail, ça arrive aussi dans vos catégories. En fait, les consommateurs et les consommatrices qui utilisent à fond l'IA et la vidéo, ils passent d'une envie à une décision de manière imprévisible. Et je l'entends tous les jours dans les questions que vous me posez. Comment faire de la croissance alors que les banques accélèrent, que les pure players accélèrent, que la transition vers l'auto électrique semble faire des allers-retours? Comment je fais à la fois mes objectifs du trimestre, qui sont très ambitieux, et je construis une marque durable? Et puis la question qui nous obsède tous, comment exister à l'heure des chatbots? Nous, chez Google, on se pose les mêmes questions. Et comme en fait, depuis 25 ans, on ambitionne de rendre l'information accessible à toutes et à tous, on a la chance de voir passer l'immense majorité des Français sur nos plateformes tous les jours. Ils nous posent des questions toujours plus nombreuses, encore aujourd'hui, toujours plus précises. Et en fait, cette position unique, à moi, elle me donne un optimisme fou que j'ai envie de partager avec vous ce matin. On vit un moment unique. Il y a au moins deux bonnes nouvelles. La première, c'est que c'est en vous, les marques, que les Françaises et les Français ont le plus confiance. Et la deuxième, c'est que ces mêmes technologies d'IA qui nous rendent si puissants en tant que consommateurs, en fait, elles permettent des gains considérables dans le marketing. Donc ma conviction, c'est que les entreprises qui sauront utiliser ces technologies pour renforcer leur plateforme de marque sortiront gagnantes. Et c'est tout l'objet de ce Think Lead Gen, l'événement annuel des marketeurs des industries des grandes décisions. Ce matin, on va écouter des marques qui ont fait quelques pas sur ce chemin et qui vont partager avec nous leurs enseignements, les gains qu'elles ont rencontrés et aussi comment ces technologies ont transformé la manière de travailler dans l'entreprise. Ce matin, on va écouter AXA, Fortuneo, Le Bon Coin, Match Group, Skello et on va parler pilotage à la valeur, approche budgétaire flexible et construction de marque. Et moi, je suis convaincu qu'à la fin de cette matinée, vous verrez tous les gains que ces outils vous permettent de réaliser. Mais je pense qu'en fait, le plus important, c'est que ces technologies, elles vont vous permettre de retrouver la chose la plus précieuse au monde, du temps. Du temps pour faire la chose que vous seul pouvez faire. Renforcer votre plateforme de marque, réconcilier marque et performance et répondre aux questions des utilisateurs. Et comme toujours chez Google, on va démarrer par les insights consommateurs, justement. Donc j'ai la grande joie d'accueillir Arnaud Carré, directeur général délégué d'Ipsos BVA. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente matinée. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour décrypter quelques tendances de société et de consommation. Clairement, on vit dans un moment où les tendances ne sont pas très positives. C'est parfois un peu triste, on tombe souvent dans le déclinisme. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nuancer parfois ce pessimisme et, je l'espère, à la fin, avoir quelques raisons d'être optimiste aujourd'hui. Alors on a la chance chez Ipsos d'avoir des études mondiales qui nous permettent de comparer la France à 40 pays dans le monde et de nous situer. Donc c'est les résultats de Global Trends que je vais vous présenter ici qui sont apparus la semaine dernière. Donc c'est tout frais.
et une autre étude qui est Fracture française, qui a été créée par Brice Teinturier et qui sonde l'opinion, et depuis plus de 14 ans. Ce qui va nous permettre de voir à quel moment précis on se situe au niveau de l'opinion publique. Clairement, cette étude, d'ailleurs elle s'appelle Fracture française, elle nous montre qu'aujourd'hui, la France est en crise. On est 96% en France à se dire appartenir à une France mécontente ou en colère. C'est des niveaux qui sont quasi historiques, puisqu'on était à 31% il y a encore quelques années, et aujourd'hui on plafonne à 45-43%. Seulement 4% se disent appartenir à une France apaisée. Mais première nuance, quand on demande à ces mêmes citoyens et ces mêmes individus comment ils se sentent, eux, personnellement, au quotidien, et ils nous disent être très heureux. Et ça, quand on compare à l'ensemble des pays du monde, les 40 autres pays, on voit même qu'ils se disent individuellement plus heureux que l'ensemble des autres pays. Alors comment font-ils, ces Français, pour être à la fois aussi réfractaires, à la fois aussi pessimistes quant à la France, et à la fois aussi heureux individuellement et personnellement? Ils appartiennent à un monde dans une nouvelle équation, un monde en reconfiguration. On a une reconfiguration économique. La Chine et l'Inde pèsent 5 fois plus qu'il y a 20 ans. La France, dans le monde, pèse 2 fois moins. Une reconfiguration sociétale et démographique. On a un record d'inégalité qui a été issu à l'INSEE hier. Et au niveau démographique, pour la première fois en France, on va avoir plus de décès que de naissances. Et il y a près d'un quart maintenant de la population qui a plus de 65 ans. Une reconfiguration technologique, je pense que vous allez beaucoup en parler ce matin, puisque 70% maintenant, on a passé le cap des citoyens français qui utilisent régulièrement l'IA. Donc dans ce monde en reconfiguration, il y a une nouvelle équation. Et que font les Français? Ils vont osciller, faire le balancier constant entre un besoin de maîtriser et une envie d'explorer. Alors le besoin de maîtriser, il va être surtout l'idée de rester maître, de ne pas subir, s'approprier, être vigilant, sceptiques parfois, en tout cas résistants, dans une forme de bonheur individuel auquel ils sont très attachés. Et enfin, il y a cette envie d'explorer. Oui, il y a des solutions à trouver. Oui, les Français sont parfois progressistes, précurseurs, et on va voir qu'ils ont aussi cette capacité à évoluer et à faire évoluer leur opinion. Je vais identifier 4 tendances. Il y en a beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, on va s'appuyer sur 4 tendances. La première, face à un futur anxiogène, un passé qui semble assez révolu, assez difficile à revenir en arrière, à renouer, on va vraiment avoir une concentration des individus sur le présent et le plaisir. Et la France, par exemple, s'illustre très bien sur cet item d'opinion qui est l'hédonisme, où là, ils sont 76% à dire qu'ils vivent aujourd'hui, car l'avenir est incertain. Quand on compare ce chiffre à l'ensemble du monde, on est très significativement au-dessus, 76% par rapport à du 66%. Ce qui a des répercussions pour l'économie française, puisque beaucoup de secteurs d'activité vont se recentrer sur l'expérientiel. C'est notamment l'industrie du luxe qui va passer de plus en plus sur la possession des objets à l'idée de vivre une expérience unique et mémorable. C'est aussi un accent mis particulièrement sur le service client, puisque l'expérience va commencer dès l'achat jusqu'à l'utilisation du produit. Et c'est justement ce service client qui peut être aujourd'hui considéré comme une menace pour les Français, puisqu'ils sont 80%, et ça c'est en évolution significative cette année, à plus 4 points, que le service client devient trop automatisé et impersonnel. Donc on voit un horizon, ce qui nous amène surtout à se dire, c'est de la deuxième tendance après le plaisir présent, c'est de voir comment ils vivent avec ce dilemme technologique qui n'a jamais suscité autant de crainte que d'espoir. Au niveau des craintes, les Français s'illustrent, pareil, en pole position du scepticisme. Ils ont peur, ils craignent que les techniques ne détruisent leur vie. 64% par rapport à 56% dans le monde. Quand on regarde les motivations de ce qui se passe en France, on voit que c'est principalement drivé par la Gen Z, qui a peur d'un isolement et d'un burn-out numérique, ce qui était assez étonnant, puisque c'est la population qui est justement la plus peureuse en termes de destruction des vies par l'IA. En même temps, alors qu'on a un scepticisme qui s'ancre, qui se conforte, qui est parfois même de plus en plus fort, on a aussi parallèlement un enthousiasme qui est lui-même plus fort. Si on regarde par exemple cette opinion, les produits et services utilisant l'IA m'enthousiasment, on voit qu'il y a une évolution positive, on passe de 36 à 40% qui parviennent à s'enthousiasmer de ces nouvelles techniques. Donc on voit un horizon virtuel qui tend
à s'élargir progressivement, sûrement, avec maîtrise. Et c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau géographique dans l'horizon local. Donc ça, c'est une vieille tendance qu'on a vu apparaître il y a déjà plusieurs années, où il y a vraiment un rapport au local qui est de plus en plus fort. Quand on reprend l'étude Fracture française, où on a vu la France mécontente, alors clairement, on est dans une crise politique aujourd'hui en France, et on voit que la défiance envers les institutions est très forte. Ça, c'est la courbe de confiance que les citoyens ont envers les députés et les partis politiques. Et on voit que c'est une chute assez vertigineuse. On aurait pu prendre d'autres institutions, le président de la République, l'Union européenne, l'Église, l'opposition, les syndicats, tous ont une confiance qui baisse. Il y a 3 institutions, appelons ça comme ça, 3 corps en tout cas en France pour lesquels la confiance se maintient. Ce sont les maires, ce qui est plutôt de bon augure pour les élections municipales en mars, et les petites et moyennes entreprises, qui participent vraiment au maillage et au tissu économique régional et local. Et ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. On voit que la confiance aussi dans les grandes entreprises, qui sont les marques, elles, et bien justement, reprend cette dynamique négative des institutions et reprend la confiance des individus. Donc, il comble en quelque sorte le vide, mais il y a une vraie attente, une vraie confiance envers les marques et les entreprises. Localement, ce que les citoyens français aiment dans le local et ce qu'ils nous disent, c'est une façon de préserver mon territoire, mon univers, mon bonheur, ma vie personnelle, et c'est aussi ceux qui me comprennent le mieux. Ils savent ce que je ressens, ce que j'éprouve, et ils sont créatifs et agiles dans ce qu'ils peuvent m'offrir. Alors, je vous positionne la France, qui est un pays très singulier, puisque quand on le compare à l'ensemble des autres pays du monde, on voit que la mondialisation est bonne pour moi personnellement, la mondialisation pour mon pays, et bien on voit que la France est clairement, très nettement, en dessous de tous les autres pays. Et on voit une opposition, mais assez radicale, avec les pays asiatiques notamment. Et pourtant, ça s'améliore. On a une France qui, petit à petit, et c'est un des résultats qui montre la plus grosse dynamique cette année, on voit un pays qui, petit à petit, se met à accepter cette mondialisation, à reconnaître qu'elle est bonne pour son pays. Alors, on part de très bas, mais on a une dynamique qui est quand même nette. 7 points sur des gros échantillons sur ce type d'études, c'est des tendances nettes et fortes. Ce qui participe à cette acceptation de la mondialisation, c'est, si on recoupe l'information avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la confiance envers les grandes entreprises et les marques, c'est aussi une forme d'acceptation grâce aux marques qui font accepter une forme d'adaptation au local. Le local s'ouvre aux marques internationales notamment, et ici on voit 2 exemples avec Coca et Columbus. Donc on attend beaucoup des marques, qu'elles nous ouvrent à la mondialisation, mais pas que. Vous allez voir que la confiance a un prix. La confiance qu'on donne aux marques, c'est qu'elle va apporter une forme d'exigence. On attend des marques qu'elles ne soient plus seulement engagées, mais qu'elles soient et qu'elles deviennent engageantes, c'est-à-dire partie prenante de la transformation et des solutions que le monde et la société doivent trouver. Ça, c'est un item, et pour le coup, la France rejoint l'ensemble des pays du monde. 82% pensent que les entreprises ont le devoir de contribuer à la société et pas seulement à faire des profits. S'il y a un chiffre à retenir parmi tous ces chiffres auxquels je vous inonde ce matin, c'est probablement celui-là. Cet item, j'ai tendance à acheter des marques qui reflètent mes valeurs personnelles. Ça, c'est l'item qui augmente le plus ces dernières années et qui traduit vraiment les modifications profondes et les opportunités pour les marques aujourd'hui. On est passé de 44% à 59%. C'est une tendance particulièrement marquée en France, mais qu'on retrouve aussi dans l'ensemble des pays. Après les différents volte-face qu'on a eus au moment de l'élection de Trump, avec certaines entreprises qui ont abandonné leurs engagements, on a eu envie de savoir, et on a fait une étude spécifique pour comprendre comment les Français percevaient ça. Déjà, ils sont 77% à dire que les entreprises doivent conserver et doivent garder leur programme de DEI. Et quand on approfondit les motivations, on voit que c'est parce qu'ils y voient un intérêt. Quand ça a été mis en place dans leur entreprise, ils y voient tous les bénéfices. Ils sont aussi 50% à être de plus en plus virulents en termes de boycott et de sanctions apportées aux marques qui, elles, se désengageraient ou seraient incohérents avec leur engagement pris il y a quelques années. Je vous montre une pub qui, à mon sens, illustre toutes les tendances qu'on vient de voir ensemble. Tom, debout! C'est quoi ça? Non mais t'es sérieux? T'as lancé un lave-vaisselle à 10h du matin? Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il se passe que ton fils a lancé un lave-vaisselle à 10h du matin. Mais non! Bah ouais, Tom. Avec 2 heures de consommation d'électricité verte gratuite l'après-midi, ça vaut peut-être le coup de changer ses habitudes. On peut pas l'arrêter en plus! J'agis avec Engie. Voilà, donc une publicité qui s'illustre parce qu'elle s'ancre vraiment dans ces tendances qu'on vient d'explorer. Et c'est d'ailleurs les pubs, quand on fait le palmarès de la pub, parce que Ipsos on teste l'ensemble des publicités, on a vu que les pubs marquantes, les pubs qui marchaient bien, qui avaient l'attention, sont celles qui se concentraient sur ce plaisir, cette idée un peu hédoniste, je profite de la vie. Là on a une belle illustration justement avec Engie. C'est celle aussi qui arrive à fédérer, à créer du lien social. On parle de fracturation, on parle d'une société qui se délite, de déclinisme. Et tout discours un peu plus fédérateur, en fait, faisant référence soit à des cinémas, soit à des événements, on l'a vu avec les JO notamment l'année dernière, on voit que ces publicités marquent très bien. Et c'est aussi dans le besoin d'explorer, on va voir toutes les publicités qui s'écartent des clichés, qui ont des façons nouvelles de représenter les individus, les seniors, les femmes. On voit que ce sont les publicités qui fonctionnent le mieux. Donc des enjeux pour la communication et des enjeux aussi pour la stratégie des marques. Les marques qui fonctionnent, et on a plus de 500 000 observations chez Ipsos, sont celles qui ont réussi à créer du lien, de l'empathie, de la proximité et d'incarner cet humain dans un monde qui devient de plus en plus impersonnel. Le French Flair, il y a une spécificité de la France dans le monde et des marques françaises qui, par leur ADN, en bénéficient. Donc la recommandation ici clairement pour les marques, c'est d'affirmer leur identité, de continuer, d'être cohérent et de s'engager dans la durée. Les marques clairement participent à l'ordre aujourd'hui social. Elles sont attendues, on leur fait confiance et on les attend justement dans la durée pour un engagement durable. Ça, ce sont des idées qu'on a développées dans un livre que j'ai écrit avec Brice Teinturier et Alexandre Guérin, ainsi que 30 experts chez Ipsos, où on reprend, je l'espère, ces quelques raisons d'être optimiste. Merci à tous pour votre écoute. I see infinite possibilities with Flow. Google is the king of AI video now. What manner of magic is that? AI mode is the biggest revolution since the search engine was invented. You tell Gemini exactly what you want built, and it builds it for you. No! Coding with Gemini 2.5 Pro, it is awesome. Project Mariner is going to change how we use our browsers. It's an AI agent that gets things done for you. Notebook LM's mind map completely transforms learning. Why is this person following me wherever I walk? That's just your shadow. AI is completely changing how we fight fires. Generative media is expanding the boundaries of creativity. It was magic the first time I saw this. This isn't just another tool. It's a game changer. This is just like mind-blowing to me. The potential's almost limitless. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Myriam. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme certains et certaines d'entre vous, j'ai vécu la première révolution Internet, la deuxième révolution, celle du mobile, mais je trouve fascinant de vivre cette troisième révolution, celle de l'IA. Alors elle est fascinante surtout par son ampleur. Demis Hassabis, le patron et fondateur de DeepMind, donc qui est en recherche de l'ensemble de l'IA chez Google, donc le papa de Gemini 1, de Gemini 2.5 et de Gemini 3, parle de cette révolution comme étant 100 fois plus forte que la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est 10 fois plus impactante et surtout 10 fois plus rapide. Alors comment l'IA transforme aujourd'hui Google Search ? Google Search, c'est 25 ans d'existence, plus de 2 milliards d'utilisateurs chaque jour. C'est aussi un formidable moteur de l'économie pour vous les entreprises, en étant le premier levier marketing. Alors maintenant, qu'est-ce qui change avec l'IA pour Google Search ? La mission ne change pas. Permettre chaque jour à tous les utilisateurs de pouvoir poser des questions et surtout d'obtenir une réponse de qualité, pertinente et en confiance. Ça ne change pas. Ce qui change avec l'IA, c'est la capacité aujourd'hui d'exécuter une vision qui a été pensée il y a 20 ans. Larry Page l'a décrite il y a 20 ans. Écoutez. Artificial intelligence would be the ultimate version of Google. So if we had the ultimate search engine, it would understand everything on the web. It would understand
you know exactly what you wanted, and it will give you the right thing. And that's obviously artificial intelligence. You know, it'll be able to answer any question, basically, because almost everything is on the web, right? Alors voilà, ce qui est en train de se passer avec l'IA aujourd'hui, c'est une transformation la plus forte jamais réalisée pour Google Search. On passe d'un moteur d'information à un moteur d'intelligence. Alors voilà, avec Myriam aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est d'abord ouvrir ce capot de Google Search. Et puis on veut aussi explorer avec vous tous ces nouveaux usages qui sont en train de se développer sur Google Search. Et enfin, surtout, vous donner les clés que vous pouvez emporter dès aujourd'hui pour en profiter. Alors sur Google, ce sont plus de 5000 milliards de recherches qui sont réalisées chaque année. C'est colossal. Et j'avais envie de vous faire visualiser à quel point c'est colossal. Donc j'ai demandé une comparaison à Gemini. Si on empile 5000 milliards de feuilles de papier les unes sur les autres, ça équivaudrait à atteindre 39 fois le diamètre de la Terre. Maintenant, on le voit, l'usage des chatbots se développe et les utilisateurs demandent de plus en plus à des solutions IA. C'est à elles qu'ils posent leurs questions. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que cela affecte la recherche sur Google? La réponse est oui. Les internautes n'ont jamais autant recherché sur Google. Un chiffre assez incroyable. 15% de recherches sur Google sont complètement nouvelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été réalisées auparavant. Et ceux qui recherchent le plus sur Google, ce sont les 18-24 ans. Ce sont eux qui effectuent le plus de recherches. Donc à cette échelle colossale, des recherches qui augmentent, comment est-ce possible d'atteindre ces chiffres? C'est simplement parce que la curiosité humaine n'a pas de limite. On aura toujours des questions à poser. Simplement, les progrès technologiques nous permettent de le faire plus facilement. Et ce n'est pas fini. Imaginez, on a 5000 milliards de recherches qui sont faites chaque année. Ça fait à peu près 2 à 3 recherches par internaute et par jour. Or, nous prenons, chacun d'entre nous, 25 000 décisions par jour. Est-ce que vous imaginez le potentiel de croissance si la recherche pouvait plus facilement nous aider dans toutes ces décisions qu'on doit prendre tous les jours? C'est un réservoir infini. Et c'est sur ce réservoir que se développe le futur de la recherche. Alors voilà, maintenant, comment, face à cette curiosité insatiable, infinie, Google Search évolue? Google Search est en train de se transformer sur 2 axes. La manière de poser des questions et la manière de les analyser et d'y répondre. Alors aujourd'hui, comment exprimer sa curiosité sur Google Search? On a très longtemps imaginé qu'on avait uniquement cette petite boîte blanche et son clavier pour poser les questions. Ce qui est en train de se passer grâce à l'IA, c'est qu'on sort du clavier et on peut désormais poser des questions par la voix, en introduisant des images et puis avec la vidéo également. Un exemple emblématique, c'est Google Lens, la recherche visuelle. Vous savez, c'est je prends une photo et je peux mettre cette photo dans Google Search. On a 70% de croissance sur une année de ces requêtes. Et surtout, le plus important pour vous, c'est que 20% de ces requêtes ont une vocation commerciale, donc utilisables immédiatement. Et mon exemple préféré, c'est Circle to Search. Circle to Search ou entouré pour chercher en français. Vous êtes en dehors de Google Search. Vous êtes en train de naviguer sur un site mobile ou sur une application mobile. Et il y a un contenu qui vous intéresse. Vous n'avez pas besoin de sortir et d'aller sur Google Search. Vous faites simplement, en entourant votre doigt, une recherche au sein de l'application ou au sein du site mobile avec Google Search. Alors ça cartonne chez les jeunes puisque 10% de leurs requêtes commencent avec Circle to Search. Un autre domaine dans lequel la recherche a énormément évolué, c'est la compréhension du langage naturel et la capacité à répondre à des questions complexes. Et l'IA vient augmenter ce que peut faire Google Search dans ce domaine, avec 2 innovations qui sont déjà disponibles dans 200 pays, qui sont les aperçus IA et le mode IA. Commençons par les aperçus IA. Les aperçus IA, ce sont 3 choses. D'abord, c'est une synthèse intelligente, avec une réponse qui est générée par l'IA, qui s'affiche directement sur la page de recherche Google, et qui vous donne une synthèse des informations qui proviennent de multiples sources web. Et ça, c'est particulièrement puissant pour des questions qui sont complexes, et ce sont pour ces questions que les aperçus IA se déclenchent. Les aperçus IA, c'est aussi un trafic de meilleure qualité. Ça, c'est important à avoir en tête. L'IA ne remplace pas le site web, ne remplace pas le web. Les aperçus IA, au contraire, incitent à l'exploration du web, avec encore plus de liens qui sont montrés vers des sources web quand il y a un aperçu IA qui s'affiche. Et le trafic est de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'on voit que les utilisateurs, en moyenne, restent plus longtemps sur les sites qu'ils visitent.
Et puis enfin, les aperçus IA, ce sont des recherches en croissance. La recherche est plus facile, elle est plus utile, donc les utilisateurs recherchent plus. Et ce qu'on voit, c'est une hausse de 10% des recherches qui déclenchent des aperçus IA. Donc ça, c'est pour les aperçus IA. Le mode IA, quant à lui, va encore plus loin. C'est une refonte complète de l'expérience de la recherche. Et le mode IA permet de comprendre et de répondre aux questions les plus complexes des internautes. On voit que les questions sur le mode IA, elles sont 2 à 3 fois plus longues que les recherches traditionnelles. Et donc, le mode IA permet ça grâce à des capacités de recherche et de multimodalité encore plus avancées. Le mode IA permet aussi aux utilisateurs d'entrer dans une conversation avec l'IA, sans perte de contexte. Et il permet aux utilisateurs de générer du contenu, par exemple des images avec Nano Banana. Et depuis 2 semaines, avec le lancement de Gemini 3, le mode IA permet aussi de générer des mini-applications, par exemple une calculatrice de prêt immobilier. Alors, ces solutions ne sont pas encore disponibles en France, mais on a une bonne nouvelle, c'est que maintenant on a suffisamment d'expérience avec ces solutions pour vous expliquer ce qu'elles changent. Et ce qu'elles changent notamment au niveau de vos consommateurs. Ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que les recherches sont plus longues. On a analysé les recherches qui sont réalisées sur vos secteurs d'activité aux États-Unis, où les aperçus IA et le mode IA sont disponibles depuis plusieurs mois. Et ce qu'on voit, c'est que les recherches de plus de 8 mots, elles augmentent de 23% pour la banque et l'assurance, de 11% pour les télécommunications et de 6% sur les catégories auto et mobilité. Deuxième changement, les recherches sont plus complexes. En fait, les utilisateurs, naturellement, ils vont ajouter du contexte, ils vont ajouter des contraintes. Et par exemple, ils vont plus seulement chercher voiture d'occasion, mais voiture d'occasion à vendre à moins de 5 000 € et avec un faible kilométrage. Et enfin, on voit des requêtes aussi plus exploratoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément rechercher un fait précis ou une donnée précise, mais on va directement exposer sa problématique à Google parce que Google est capable de la comprendre. Donc si, par exemple, demain, j'ai envie d'investir mon argent un peu différemment, mais que j'hésite entre 2 options, je vais directement demander à Google, est-ce que tu penses que sur les 10 ans qui viennent, il vaut mieux que je fasse un investissement locatif et un prêt ou que j'investisse mon argent en bourse? Et peut-être qu'en question de suivi, je demanderai au mode IA, et quelle est la meilleure banque selon toi pour m'accompagner dans ce projet? Et peut-être que tu as déjà une idée, François? Compte tenu de l'audience, je vais m'abstenir aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, la vraie révolution de l'IA, c'est une révolution des usages. On rentre dans un cercle vertueux. Les clients et les utilisateurs posent plus de questions, les questions sont plus élaborées, et grâce à l'IA, on est capable d'analyser ces questions et donc de créer de nouvelles opportunités. Maintenant, comment en profiter? Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas démunis face à cette accélération, qui peut parfois un peu nous dérouter. 3 actions à prendre très concrètement. La première, c'est de prendre le temps, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, comprendre ces nouveaux usages, ces nouvelles requêtes, ces requêtes plus complexes. Et en particulier, ces requêtes dites exploratoires, parce qu'elles sont moins intentionnelles et votre marque a une opportunité d'être beaucoup plus présente dans ces requêtes exploratoires. Donc, travaillez votre marque. La deuxième action, c'est pas nouveau, c'est de travailler vos contenus. Ça a toujours été important d'avoir des contenus divers et variés. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est essentiel, à l'ère de SEO ou du GEO. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, pensez à votre site web, c'est votre camp de base. Il faut le rendre exceptionnel pour pouvoir notamment créer ces contenus. Comme l'a dit Myriam, lorsqu'on a des requêtes AI overviews un peu plus intentionnelles et moins intentionnelles et plus exploratoires, pour pouvoir créer ces contenus qui vont répondre à ces nouvelles requêtes. La deuxième chose, vous savez que Google explore l'ensemble de l'espace numérique pour construire ses réponses. Donc il faut aussi être présent sur les sites de vidéos, sur les sites communautaires, sur les sites d'avis, mais aussi penser à tous vos contenus dits offline, par exemple vos communiqués de presse, vos événements offline, bien sûr vos points de vente, pour pouvoir les remonter et être sûr qu'ils sont présents en qualité et en quantité. Enfin, bien sûr, pensez tout ça d'un point de vue multimodal, en ayant du texte, de l'image et de la vidéo en permanence. Troisième action à prendre et décision à prendre importante, la performance marketing. Revoir votre marketing digital à l'ère de l'IA. Auparavant, je sélectionnais des mots-clés, je définissais les liens qui étaient liés à ces mots-clés, et puis je créais les annonces. Aujourd'hui, grâce à l'IA, et notamment les produits Google Ads, on peut automatiser toute cette partie-là. Mais on peut aller au-delà, puisqu'il y a des nouveaux signaux cachés. Il y a des questions derrière la question posée par l'internaute,
Et l'IA aujourd'hui, dans les produits Google Ads, permet d'aller chercher ces nouvelles intentions, ces nouveaux signaux. Alors vous l'avez compris, bien sûr, tout n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais vous pouvez déjà agir dès maintenant sur votre marketing, sur vos contenus et sur votre marque. On voudrait terminer en ouvrant un petit peu vers l'avenir. D'ici quelques mois, que va-t-il se passer sur Google Search ? Et nous l'avons vu, l'IA a permis de passer de l'information à l'intelligence. Et la prochaine étape, c'est le passage à l'action, avec des agents qui vont mettre en place des actions au nom des utilisateurs, mais toujours sous leur contrôle. Alors, on en est aux prémices, mais on voit déjà quelques cas d'usage qui se matérialisent. Alors, il y en a un qui est particulièrement d'actualité, ce sont les achats de Noël. Imaginez que pour vos achats de Noël, vous ayez un agent auquel vous puissiez demander d'aller vérifier la disponibilité du cadeau que vous souhaitez acheter dans les commerces autour de vous. Cet agent va passer les appels téléphoniques qu'il faut. Il va aussi demander des informations sur les prix et les promos, et il va vous envoyer une synthèse par mail. Vous n'avez plus qu'à choisir. Eh bien, ce cas d'usage, il est en test actuellement aux États-Unis. Il y a d'autres cas d'usage qui sont en test aux États-Unis, avec des agents qui peuvent réserver des restaurants, prendre des rendez-vous pour des services, réserver des billets de spectacle et demain même réserver des hôtels ou des billets d'avion via le mode IA. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les recommandations que vous a décrites François sont valables pour vous préparer à cette nouvelle étape de l'agentique. Alors voilà, en conclusion, effectivement, l'IA est en train de donner des super pouvoirs à Google Search et nous fait entrer dans une ère d'expansion sans limite et aussi une ère d'opportunités pour vous, les marques, sans limite. Alors, il est important de travailler, bien sûr, votre marque, vos contenus et votre data. Et il y a un acteur qui particulièrement a bien compris ce mouvement, c'est AXA, qui va venir maintenant nous présenter son approche pour l'IA. Merci de les accueillir. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Fanny, merci d'être là avec nous. Fanny est directrice marketing digital d'AXA en France. Quand j'observe le secteur de l'assurance, AXA s'impose non seulement comme un leader de lead gen, mais aussi comme un pionnier qui n'hésite jamais à tester les nouveautés. On sait qu'une campagne de lead gen, c'est important à la fois pour nourrir un réseau de distribution comme celui d'AXA, les agents généraux qui sont présents dans l'ensemble de la France, mais aussi pour atteindre vos objectifs commerciaux. Dans un contexte, dans un monde où tout s'accélère, on l'a vu, la technologie, les usages, mais aussi la concurrence. Est-ce que tu peux partager avec nous tes enjeux, tes challenges 2026 ? Merci Stan. Bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce contexte de révolution technologique, AXA a fait le choix de garder l'humain dans les moments qui comptent. L'humain incarné par l'agent général d'assurance et pour lequel le rôle du marketing digital est à la fois de maintenir l'émergence et la visibilité de la marque et de nos agents sur le net et aussi de générer des flux digitaux et des opportunités commerciales à nos différents réseaux de distributeurs. Donc nos 3 enjeux finalement sont assez simples. Le premier, c'est d'émerger dans les nouveaux modes de recherche qui ont été présentés ce matin, avec toutes les fonctionnalités multimodales que vous avez découvertes également. Le deuxième, c'est de renforcer la considération produit, le fameux messy middle que Google nous présente et nous décrit assez régulièrement. Et c'est particulièrement vrai sur le marché de l'assurance où le cycle d'achat est assez long. Donc il faut effectivement développer tout un dispositif pour capter le client au bon moment avec le bon niveau de message. Et puis le troisième enjeu, parce qu'on est quand même là pour parler de lead, c'est d'aller capter les intentionnistes les plus chauds au bon moment et avec le bon message. Donc l'IA, il révolutionne les usages, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais également la façon dont vous, marketeurs, travaillez. Parce qu'il permet d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Mais pour ce faire, pour que l'IA fonctionne bien, il a besoin de moteurs, de
de moteurs, tout simplement. 1, la data, et 2, les assets créatifs. Si tu veux bien, on va commencer par la data. C'est un sujet éminemment complexe. J'aurais même tendance à dire que c'est un sujet sensible dans l'industrie de l'assurance. Parce qu'à la fois, il faut travailler sur la collecte, sur la modélisation du parcours du consommateur, du prospect, end-to-end, surtout quand il y a rupture de canal en passant du digital jusqu'au réseau de distribution. Et puis évidemment, pour alimenter l'IA, des bons signaux d'audience et de valeur. Comment tu appréhendes avec ton équipe ce challenge de la data ? La data, c'est vrai que c'est au cœur du marché de l'assurance. C'est vraiment le cœur de métier. Ce qui est un peu plus nouveau pour AXA, c'est d'utiliser la data au service du marketing. Donc, dans un premier temps, on a utilisé la data principalement pour travailler la visibilité à travers le développement d'un scoring média qui nous permet d'améliorer et de pondérer en fait, la visibilité de la marque en fonction du potentiel et de la propension en fait, des internautes à convertir. Donc c'était une belle innovation. J'avoue que je n'étais pas peu fière du sujet. Mais ça a été porté évidemment par les équipes et ça fait maintenant 2-3 ans que ce score a été développé et qu'il est live avec de très belles performances puisqu'on a amélioré très significativement en fait, les taux de conversion, croissance à 2 chiffres pour vous donner un ordre de grandeur. Et désormais on déploie ce score en fait, sur l'ensemble de nos canaux médias. On se penche même sur la 2e génération de scoring, pour ne rien vous cacher. Donc là, ça va être sur la feuille de route de l'équipe en 2026, de passer à un scoring à la valeur. Donc là, c'est la prise en compte non seulement de la propension à convertir, mais également du potentiel de multi-équipement et de rentabilité de l'internaute. Donc l'idée n'est pas nécessairement de faire plus de leads, mais de faire des leads plus rentables pour AXA France. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé également avec l'équipe, ça a été d'améliorer en fait, le suivi des conversions. On a adopté notamment Enhanced Conversion Leads. Je l'ai bien prononcé. Et là, pareil, il faut reconnaître que les résultats sont assez probants. On a amélioré de 15% le suivi des taux de conversion. Et donc, c'est 15% d'intelligence en plus pour nourrir évidemment nos apprentissages et notre performance. Donc là, clairement, plus il y a de données, plus il y a de signaux, plus l'algorithme est nourri, plus le lead gen est de qualité, et évidemment, plus le ROI est au rendez-vous. Si on passe maintenant au deuxième pilier, au deuxième moteur de l'intelligence artificielle, ce sont les assets créatifs. Comment vous adaptez aux besoins de ces algorithmes, aux besoins de l'intelligence artificielle à être nourris par tous ces formats lorsque on a des consommateurs qui scrollent, recherchent, streament, bref, ils passent par plusieurs stades et ont besoin d'être nourris par ces contenus. Ouais, alors nous, on a cherché à estimer de combien on devait accélérer notre production de contenu pour rester dans la course. Et en moins d'1 an, il faut qu'on fasse x2. Donc c'est pas simple parce qu'évidemment ça se fait à ISO ressources. Et donc la méthode qu'on a choisi d'adopter, c'est de prioriser les contenus pour nourrir les algorithmes, donc en priorisant par format, par catégorie de produits, etc. Le deuxième, ça a été d'identifier le bon écosystème de partenaires et de compétences internes pour produire ces contenus. Donc pour vous donner une idée, en fonction de la nature des contenus, on a choisi des partenaires différents. Sur de l'email et vraiment sur de l'édito, on sera sur de la compétence interne. Sur du statique, on a fait le choix, et Stanislas m'a autorisé à le nommer, on va déployer l'IA de Midjourney. Et puis sur de la vidéo, on va s'appuyer sur une agence externe. Donc vous le voyez, on est encore sur un écosystème assez diversifié en fait, de partenaires. Et puis la troisième étape, c'est de créer une gouvernance en interne, parce que chez AXA, en tout cas, les contenus, aujourd'hui, ils sont dispatchés en fonction des métiers, la marque, le marketing, le web marketing, la com, et donc c'est extrêmement important d'avoir un organe qui soit capable de gérer à la fois la cohérence et de créer des synergies également de moyens dans la production de tous ces contenus. On a vu tout à l'heure avec Myriam et François à quel point le moteur de recherche était en train d'évoluer avec des requêtes plus longues, plus complexes. On espère
le plus tôt sera le mieux, l'arrivée d'AI Overview sur le marché français. Pour s'adapter à ces changements, il y a beaucoup de nouveautés dans notre écosystème. La première, c'est AI Max, qui permet de couvrir toute cette pluralité. Vous l'avez testé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont vous avez appréhendé ce nouvel outil ? Oui, alors en effet, c'est sur toutes les bouches. C'est la dernière innovation, donc vous pensez bien que l'équipe était très friande de tester cette solution. Donc en l'occurrence, concrètement, on a lancé un test sur le search term matching et sur une famille de produits en particulier. On a un petit mois de recul, donc c'est assez récent, c'est encore frais, mais je vous le partage néanmoins. Donc de très belles performances qui ont été mesurées à date, avec à la fois 59% d'amélioration sur l'engagement, donc sur les taux de clic, 63%, si je ne me trompe pas, 69% sur les taux de conversion et un impact très positif sur nos coûts d'acquisition puisqu'on a réussi à les rationaliser entre 10 et 15%. Donc une fois de plus, c'est très frais, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur sur les progrès que peut nous faire cette solution. Merci beaucoup Fanny pour ce partage de résultats. Comme on l'a vu, il y a énormément de sujets. Quel conseil peux-tu partager en conclusion avec toute cette salle qui, semble-t-il, est subjuguée par ces impacts ? J'espère. Non. En fait, je dirais tout simplement 2 mots. Un, c'est lancez-vous, parce qu'on parle beaucoup de data IA et on pourrait très vite se laisser un peu pétrifier par le sujet. La réalité, c'est que l'IA est déjà là et qu'il ne faut pas avoir peur de commencer et à se lancer, à tester. Le deuxième message, c'est décloisonner, parce qu'en fait, le marketing tout seul face à l'IA, ça va être compliqué. En revanche, le marketing épaulé par la data, par l'IT, par la distribution et par finalement tous les autres canaux et points de contact clients, c'est tous ensemble qu'on va réussir à trouver les bonnes synergies et effectivement à trouver le bon écosystème pour faire fonctionner cette IA. Donc j'ai envie de vous dire, super belle perspective pour notre métier quand même. Je trouve personnellement que la data et l'IA, c'est ce qui nous permet d'atteindre un peu le summum en marketing digital. Mon but ultime est quand même de toucher le client au bon moment avec le bon message. Et ça, depuis les bancs de la fac jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop les outils pour le faire. Donc profitez. Nous y sommes. Merci beaucoup Fanny. Merci. Bonjour à tous. Alors Myriam et François vous ont parlé de l'évolution des usages dans le search. Et moi j'aimerais vous parler du pendant qui est comment on capte les opportunités business qui sont derrière ces usages-là. Et en préparant, je me suis dit que j'allais commencer par peut-être une anecdote. Une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière, mais ça m'arrive à peu près toutes les semaines. On avait une discussion la semaine dernière avec un acteur bancaire et on s'est aperçu en discutant avec lui que pour peu qu'il s'adapte beaucoup mieux à la demande du search, il aurait pu faire 30% à peu près d'ouverture de compte en plus sur le mois dernier. Alors, qu'est-ce que ça révèle, cette anecdote-là ? Alors, il y a un premier angle qui est B2C, du point de vue utilisateur. Du point de vue utilisateur, ça dit seulement quelque chose d'assez simple, c'est que, et qu'on sait déjà tous, c'est que le search, en fait, a quelque chose d'hyper spécifique par rapport à tous les leviers médias. En gros, c'est un levier qu'on appelle pull, c'est-à-dire que la publicité vient en face d'une demande explicite du consommateur. Explicite, c'est juste le rêve de n'importe quel CEO et CMO. Explicite. Et donc, ces demandes explicites, on est capable de trouver plein d'exemples de ça. C'est dans les fameuses requêtes dont on vous parlait précédemment. Il suffit d'ouvrir un compte Google Ads. Ça va à des requêtes extrêmement exploratoires, du type quelles sont les grandes dimensions à prendre en compte lorsque je veux souscrire une assurance automobile, à des requêtes qui sont imminentes, pré-achat quasiment. Est-ce que tu peux me lister les ensembles des abonnements d'électricité auxquels je peux souscrire maintenant ? Voilà, donc ça c'est pour la partie B2C. Maintenant, d'un point de vue business, si on continue à tirer le trait sur ça, pour la partie business, qu'est-ce que ça veut dire pour le search ?
ça veut dire que le search, quelque part, et les campagnes publicitaires search notamment, sont bien plus similaires à une force de vente digitale qu'à un investissement marketing fixe, clairement. Et donc, l'enjeu pour ces campagnes search, c'est de s'adapter, cette force de vente digitale doit s'adapter à la demande en temps réel, idéalement 24 heures sur 24, pour capturer l'ensemble des opportunités. Si on traduit ça dans le monde des campagnes search, ça veut juste dire se positionner sur toutes les requêtes pertinentes pour vous, au niveau de rentabilité souhaité, 24 heures sur 24. En gros, ça veut dire être aligné avec la demande, ça veut dire être demand-led. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui font ça extrêmement bien. Avec les équipes, on était sur le pont la semaine dernière, vous savez, pour la fameuse Cyber Week, le fameux peak retail, qui est un moment très très important de l'année. Et donc, on a vu des acteurs français faire ça extrêmement bien. Je pourrais citer Back Market, je pourrais citer Fnac Darty, mais c'est vrai aussi d'acteurs du lead gen, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, je pourrais citer notamment Fortuneo et Skello, qui vont nous rejoindre sur scène après. Je pourrais citer Revolut, je pourrais citer Matmut. Tous ces acteurs-là font ça extrêmement bien. La conséquence pour eux, en général, assez immédiate, c'est une croissance du chiffre d'affaires au niveau de rentabilité, encore une fois, souhaité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un input dans les algos. Ok, mais alors du coup, comment est-ce qu'ils font ça? Quelle est l'efficacité, la raison d'une telle efficacité? Je pense que c'est assez bien résumé par un mot qui est la notion de flexibilité. Et donc j'aimerais explorer peut-être 2 dimensions de la flexibilité avec vous ce matin. La flexibilité, quand on en parle, c'est la flexibilité à la fois au sens du ciblage, à savoir quelles sont les requêtes sur lesquelles je veux me positionner, les requêtes du search. Et deuxièmement, c'est la flexibilité budgétaire, à savoir pouvoir se positionner sur ces requêtes, qui est quand même assez important aussi. Alors peut-être si je commence par la flexibilité de ciblage. La flexibilité de ciblage, en gros, cibler, c'est quoi? Cibler, c'est identifier les intentionnistes à haute valeur ajoutée pour votre business. Pour ça, on n'a pas inventé la poudre. Très bien. Mais cibler, ça veut dire 2 choses, si je descends un peu dans le détail. Cibler les intentionnistes, ça veut d'abord savoir être capable de dire quand est-ce que je dois me positionner pour enchérir sur une requête, à quel moment. Et donc, en gros, identifier les requêtes les plus pertinentes pour votre business, aussi complexes soient-elles. Et on a vu, elles sont de plus en plus complexes de par l'évolution des usages. Donc ça, la réponse tient en un seul mot, et vous le connaissez déjà, AI Max, AI Max, AI Max. AI Max qui, grâce à l'IA, permet de comprendre l'intention qui est derrière n'importe quelle requête, aussi complexe soit-elle. Au passage, AI Max, c'est la fonctionnalité de Google Ads qui connaît la vitesse d'adoption la plus rapide de l'histoire des fonctionnalités de Google Ads. Et donc, c'est pas tant, pour être hyper clair, c'est pas tant un différenciateur pour votre business qu'une manière de lutter à armes égales contre les concurrents au sein de l'enchère. Voilà, donc ça, c'est la première chose d'un point de vue du ciblage. La deuxième chose, c'est une bonne chose de savoir quand est-ce qu'on doit enchérir. Il y a une deuxième chose, c'est combien je dois enchérir, à savoir comment je fais pour estimer la valeur de cette requête, la valeur du lead potentiel dont on parle ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les algorithmes de bidding de Google, dans les prochaines semaines, vont évoluer pour prendre en compte non pas uniquement la valeur de la conversion finale, ce qu'on a tous fait depuis toujours, mais surtout les signaux annonciateurs de cette conversion. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, la conversion finale, c'est par exemple la signature d'un prix immobilier. Et les signaux annonciateurs de la conversion, c'est le potentiel client qui visite mon site, le potentiel client qui fait une demande de cotation, le potentiel client qui remplit un formulaire sur mon site, etc., etc. Donc là, votre rôle, dans ce cas-là, ça va être de fournir ces signaux annonciateurs de la conversion, en plus du signal de conversion lui-même, pour permettre aux algos d'anticiper encore mieux la valeur de conversion pour vous et de maximiser l'impact pour votre top line. Voilà pour la flexibilité de ciblage. Maintenant, si j'en viens à la flexibilité budgétaire. La flexibilité budgétaire, c'est probablement le cœur du sujet. Alors, la première chose, c'est pourquoi la flexibilité budgétaire? Parce que, effectivement, c'est une chose de savoir quand est-ce que je dois enchérir, c'en est une autre de pouvoir enchérir sur une requête donnée. Et effectivement, c'est là que le bât blesse. La plupart du temps, pour vous donner une stat, sur le mois d'octobre, pour l'ensemble des annonceurs français, on a à peu près 30% des opportunités de vente émanant du search qui ont juste été perdues du fait de restrictions budgétaires ou de contraintes budgétaires dans les comptes Google Ads. Alors pourquoi on a ça? La réponse est hyper simple. On a tous été hyper habitués à piloter nos budgets de manière fixe. On a le même budget quotidien qui s'applique, quelle que soit la journée, alors que la volatilité des requêtes est tout sauf fixe. Ça évolue énormément. Pour certains d'entre vous dans la salle, j'ai fait l'exercice, les requêtes peuvent varier de 1 à 4 d'un jour à l'autre.
qui est juste énorme. Et donc ici, la réponse à ça, ce n'est pas une réponse technologique, ce n'est pas une adoption de fonctionnalité. La réponse à ça, c'est une réponse de gouvernance budgétaire. Voilà, donc en gros, ça revient à provisionner suffisamment de budget dans vos comptes Google Ads pour absorber les pics de demande. Alors les annonceurs qui font ça le mieux, ceux dont je parlais tout à l'heure, en moyenne, ils provisionnent 5 fois le budget effectivement consommé tous les jours. Alors je vais être hyper précis. Ce n'est pas parce qu'ils provisionnent 5 fois le budget qu'ils dépensent tout le temps 5 fois le budget. C'est simplement qu'ils sont capables d'absorber les pics de demande lorsque ceux-ci se présentent à la rentabilité cible voulue, et donc de capter les ventes qui vont derrière, par opposition à les laisser à leurs concurrents. Et peut-être si je peux compléter, nos ingénieurs travaillent en ce moment aussi, étudient des options pour flexibiliser aussi la capacité à donner des signaux de budget dans vos algorithmes. Par exemple, au lieu de le faire quotidiennement, pouvoir le faire par exemple mensuellement, ou sur des fenêtres un peu plus grandes. Voilà, donc si je résume peut-être, avant de passer au cas concret, au cas pratique avec Fortuné et Skello qui vont vraiment illustrer tout ça. Si je résume, peut-être 3 messages importants que j'essaie de faire passer. Le premier, c'est qu'on l'oublie trop souvent, en fait ça devient une seconde nature, c'est que le search, en fait, c'est le reflet de la demande explicite des consommateurs. C'est une force énorme. La deuxième chose, c'est pour capter cette demande-là, 1, adopter AI Max pour savoir quand est-ce que se positionner, 2, fournir les signaux pour être capable d'estimer la valeur de chacune des requêtes. Et troisièmement, le troisième message, c'est provisionner suffisamment de budget pour capter la demande qui vous va bien, à la rentabilité qui vous va. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez fait tout ça, dans ce monde merveilleux où on a fait tout ça, les leads entrants arrivent dans vos enseignes et dans vos centres téléphoniques. En gros, vous êtes aligné avec la demande, vous êtes demand led. Et la prochaine étape, qui est assez critique, c'est d'être demand ready. En gros, d'être prêt à traiter cette demande. Mais ce qui n'est pas un faux sujet, hein, ça arrive assez souvent, d'être capable de traiter cette demande, d'avoir la capacité de traitement de ça. Et donc, effectivement, c'est un problème de riche. Et donc, si tel est le cas, j'aimerais bien revenir l'année prochaine vous parler d'IA agentique, qui est une des voies prometteuses sur le sujet. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne matinée. C'est bon. On est bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. S'il y a bien une chose qui freine nos ambitions, ce sont les idées reçues. Quand on fait de la génération de leads, on a l'impression qu'on va devoir choisir d'un côté entre le volume et de l'autre la valeur. Ou peut-être presque encore plus frustrant, parce qu'on n'y peut rien, que certaines industries sont complètement verrouillées dans des saisonnalités impossibles à bouger. Je m'appelle Sabrina Zidour, je suis Industry Manager pour le pod Finance. Et aujourd'hui, ensemble, je vous propose de venir tordre le cou à ces idées reçues. On va voir qu'on peut passer d'un budget marketing figé à un budget marketing piloté par la demande rentable du marché. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'avoir à mes côtés 2 partenaires avec qui justement on a travaillé main dans la main pour opérer cette transformation. Et cette transformation, elle est intéressante pour vous ce matin parce qu'elle s'applique à chacun de vos business, peu importe votre industrie, peu importe votre saisonnalité. Alors, à ma gauche, on a Alexis Mollet, responsable d'acquisition chez Fortunéo. Bonjour Alexis. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Et puis à ma gauche, on a Elliot Guérin, VP Marketing chez Skello. Bonjour Elliot. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Alors c'est vrai que de prime abord, on peut se poser la question, pourquoi on a réuni autour de la même table Skello et Fortunéo. Fortunéo, un acteur B2C, banque en ligne, qui opère sur un marché ultra concurrentiel. Et puis Skello, B2B SaaS, qui casse les codes du RH et qui, pareil, a une ambition de croissance. Eh bien, justement, je crois que le point commun, il tient exactement à ça. Vos 2 organisations ont des plans de croissance ultra ambitieux et pas n'importe quelle croissance, une croissance rentable. Alors, je vais commencer par toi, Alexis. On travaille maintenant depuis plusieurs mois sur ton plan de croissance FAIR 2030. Est-ce que tu veux bien nous partager la façon dont vous abordez les prochains mois et puis le défi qui vous attend ? Absolument. Donc, Fortunéo Banque en ligne, on est une filiale du groupe bancaire Crédit Mutuel Arkea. On a dévoilé en début d'année un plan stratégique qui s'appelle FAIR 2030, qui consiste notamment à doubler le nombre de clients Fortunéo sur les prochaines années. Donc, c'est une stratégie d'hypercroissance. On sait que pour réussir, il est nécessaire de plus que jamais piloter les investissements marketing de manière très rigoureuse, de s'entourer des meilleurs partenaires et puis de trouver le juste équilibre entre, oui, la recherche de volume, mais bien évidemment la valeur également.
Oui, bien sûr. Et puis chez Skello, vos ambitions, elles sont différentes. Je l'ai dit, vous êtes un B2B SaaS, mais je crois clairement pas moins fortes. Nos ambitions, elles sont différentes, mais elles sont ambitieuses. Donc nous, Skello, on est l'application RH des équipes de terrain. Donc les équipes de terrain, à l'inverse de nous, dans cette salle, ce sont des personnes qui travaillent directement dans le monde physique. Donc on parle de restaurateurs, on parle de boulangers, on parle de pharmaciens, on parle de professionnels de l'industrie et du bâtiment. Donc des secteurs qui sont encore peu digitalisés, qui sont vraiment en train d'accélérer cette digitalisation. Et nous, ce qu'on va faire, c'est les aider à gérer ce casse-tête des RH. Chez Google ou dans les organisations pour lesquelles vous travaillez, on a la chance d'avoir des pôles RH, parfois même des directions des ressources humaines. Imaginez la complexité que c'est dans la restauration, dans le retail, dans l'hôtellerie. C'est vraiment un casse-tête du quotidien parce qu'il y a encore plus d'imprévus et encore plus d'impondérables à gérer. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On est une entreprise initialement française. Aujourd'hui, on est une entreprise européenne installée à Paris, à Barcelone, à Lille. Et notre ambition, c'est d'atteindre les 100 millions d'ARR, donc de revenus annuels récurrents, d'ici 2027. Parce qu'on est sur un modèle d'abonnement qu'on va vendre à tous ces professionnels. Et évidemment, pour aller chercher ces 100 millions, on a un taux de croissance et une cible de croissance qui est très ambitieuse, plus de 40% tous les ans, tout en faisant, comme tu l'as dit Sabrina, de la croissance rentable. Et dans ce contexte, on doit plus que jamais se réinventer et on doit plus que jamais chasser les idées reçues qu'on peut avoir. Eh bien justement, tu me tends le bâton. Parlons de cette idée reçue. Je crois qu'il y en a une qui est assez tenace dans le B2B SaaS. Tu vas nous en parler. C'est cette idée que le mois d'août est complètement mort. Au-delà même du SaaS, c'est vrai que dans le B2B, on a certainement à tort, tous incorporé que le mois d'août, c'était zéro. Donc on pouvait mettre en vacances nos équipes, on pouvait se dire qu'on allait reprendre la dernière semaine d'août pour préparer la rentrée. Finalement, ça, c'est une idée reçue qui est encore fortement ancrée dans des entreprises installées, mais aussi dans des scale-up comme Skello. Et donc c'était ça, l'idée reçue principale qu'on a envie vraiment de challenger, parce qu'on va voir juste après que c'est pas du tout la réalité. Et de ton côté, Alexis, chez Fortuneo, il y a une culture du risque qui est assez forte, hein, naturellement, de par la nature de votre business. Et du coup, le frein, il n'était pas tant sur la saisonnalité, mais plutôt sur la qualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Mon sujet, ma préoccupation, c'est donc de générer de la croissance sur la durée. De la croissance, évidemment, rentable. On est donc sur une rampe de lancement de croissance progressive. Ma crainte, en augmentant trop rapidement, trop fortement nos investissements marketing, quelque part, c'est de dégrader la rentabilité de ces nouveaux prospects et au final de s'éloigner de l'objectif initial. Donc il y avait une vraie crainte par rapport à ça. Il n'était pas question d'ouvrir les vannes du search en particulier sans avoir des garanties sur la qualité des leads que nous allions récupérer, et ce d'autant plus dans un contexte où on travaille avec d'autres partenaires à la performance sur des modèles de CPL fixe qui nous présente aussi une roadmap budgétaire assez prévisible. Ouais. Et c'est parfaitement normal de vouloir préserver la qualité et en plus le volume. Si je résume, on a deux idées reçues différentes mais hyper claires. D'un côté, si j'augmente les budgets, je jette de l'argent par les fenêtres. Et puis de l'autre, si j'accélère, je dégrade la qualité de l'acquisition. Peut-être parlons maintenant du point justement de bascule. Et je vais commencer de nouveau par toi, Alexis. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui vous a permis de dépasser cette idée reçue ? À l'occasion d'une réunion avec les équipes Google France pour préparer la stratégie annuelle, il nous a été présenté un volume d'opportunités en fait, qui nous échappait. Nous étions sur un pilotage avec une limitation budgétaire et donc on s'est aperçu qu'on passait à côté finalement de beaucoup de business. Et là, ça a été un petit peu la révélation, hein, de se dire mais en fait la croissance additionnelle, elle est peut-être là. Et donc on a travaillé ensemble avec les équipes sur de la modélisation. Alors, modélisation, on a posé plusieurs hypothèses. On s'est dit, OK, on a entendu le message flexibilité budgétaire. On va donc reconsidérer notre gestion budgétaire. On accepte d'être complètement flexible. Néanmoins, deuxième élément hyper important, on va être hyper exigeant sur le CPA. Le CPA cible, on a donc défini une valeur maximale que l'on allait donner à l'algorithme, une valeur maximale qui a été définie en interne par rapport à des seuils de rentabilité. Et puis donc on a fait tourner l'algorithme et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement du volume additionnel à aller chercher. Un élément aussi hyper important, c'est qu'il faut alimenter ces algorithmes, il faut donner des signaux supplémentaires à l'IA
Et donc, on a décidé d'injecter davantage de données first party. Jusqu'à présent, l'algorithme optimisait ce qu'on appelle au formulaire complété, donc le lead. Et donc, on a décidé d'aller un cran plus loin et donc de transmettre aux IA une information compte client ouvert qui correspond à la demande réelle, à la valeur réelle dans notre industrie. Avec une petite subtilité sur la KYC validée. Voilà, dans notre secteur, il y a cette notion de Know Your Customer qui est en fait une étape de validation de l'identité du nouveau client. Donc on est allé assez loin et puis on s'est dit banco, testons. Donc on a mis en place des protocoles de test dans la durée. Oui, parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Et du coup, c'est un point clé en effet. Vous avez donné à l'IA la vraie définition de le vrai succès, la définition du succès de votre business, et plus un proxy marketing. De ton côté, Elliot, qu'est-ce qui a permis ce point de bascule, cette transformation ? Alors le déclic, ça a été le même que chez Fortuneo, ça a été la data. C'est-à-dire que cette année, pour la première fois, on a réussi à obtenir les données que vous voyez certainement à l'écran de quelle est la demande et quels sont les niveaux d'investissement du marché. Ça, pour nous, ça a été vraiment clé dans le changement, pour justement, en interne aussi, faire changer les états d'esprit, pour se dire, effectivement, il y a une baisse en été, enfin, on peut pas aller outre les chiffres, mais la baisse qu'on constate en été, elle est beaucoup plus faible que la baisse que font les concurrents. Et une fois qu'on a cette donnée qui est fiable et qui vient de chez Google, ça a pu nous permettre justement de prendre les bonnes décisions et de sortir de ce cadre budgétaire qui était figé jusqu'à maintenant dans un business plan qu'on avait écrit des mois en avance, avant même que l'année 2025 commence. Et finalement, grâce à ces données, on a pu convaincre en interne de lancer ce qu'on appelle un POC, donc une preuve de concept, pour profiter de cette période de l'été pour se dire, eh bien, s'il manque aujourd'hui de la demande que Skello n'adresse pas, allons-y. Donc à contre-courant, globalement, toutes les autres années d'habitude, au mois de juillet, mois d'août, on baissait nos investissements. Là, on a pris le pari d'augmenter nos investissements et les augmenter de façon considérable parce qu'on a plus que doublé nos investissements sur le mois d'août. Donc ça fait 120% de hausse budgétaire sur cette période en s'appuyant sur la donnée issue de Google. Ouais. En fait, tu nous parles d'une analyse qui s'appelle la part de voix et qui permet en effet de positionner les opportunités et le contexte marché. Et c'est hyper impressionnant, le plus 120% particulièrement quand ça n'a jamais été fait. Donc bravo pour ce pari. De ton côté, Alexis, je ne te vois pas sourciller. Est-ce que ça te parle, cette notion d'investir quand les autres sont frileux ? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait nos points réguliers, on ne se parle plus du tout de budget. Et tu me disais même la dernière fois que c'est devenu une conséquence, c'est même plus une limite. Est-ce que peut-être tu veux bien nous parler de cette notion ? On a vraiment changé de mindset courant 2025. On a vraiment changé notre approche, tant et si bien qu'aujourd'hui, le search n'est plus piloté au budget, mais piloté aux ouvertures réelles. Donc par rapport à l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment une sorte de rupture qui, encore une fois, a été mise en place de manière très progressive, avec des points de contrôle, on va dire des points d'étape au fur et à mesure. Il s'agit évidemment de faire confiance à l'algorithme, donc on y croit, on adhère, mais voilà, il y a aussi des garde-fous à mettre en place. Donc on a été hyper vigilants à ce que les solutions Google PerfMax et même AI Max colle parfaitement à nos points de rentabilité. Ouais. Alors parlons des résultats, parce que je pense que vous avez hâte de voir justement ce que ça donne. Elliot, de ton côté, qu'est-ce que ça a donné ces plus 120% d'investissement en août ? Et peut-être si on dézoome un peu de façon plus large pour votre business, quels ont été les impacts ? Alors, premier élément, ça a permis de valider ce fameux POC de l'été. Donc, en investissant 120% en plus, on génère 142% de MRR supplémentaire, de revenus mensuels récurrents, qui est vraiment ce qu'on appelle la North Star métrique, donc l'étoile polaire, la preuve de succès en fait de ce résultat. Ça a permis de valider cette hypothèse, toujours appuyé sur la data, de se dire ok, en août ça a fonctionné. À court terme, ça a permis de générer de la pipeline supplémentaire pour septembre et pour la fin Q4, donc la fin de ce trimestre. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais chez Skello, on a un modèle hybride. Donc on vend directement via du parcours en autonomie sur le site internet, mais aussi et surtout via des équipes commerciales. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce genre de test, c'est en train de faire bouger les lignes. Là, on est en plein dans les budgets 2026. On va les clôturer, j'espère, cette semaine si tout va bien. Et grâce au retour qu'on a eu cet été,
on peut enfin dimensionner les équipes commerciales en fonction de la demande, et puis en partant du bas en se disant t'as 40 sales et il faut aller chercher tant de marketing qualified leads. Donc ça, c'est un changement vraiment structurel dans l'organisation, parce que ce test nous a permis de prouver que c'était la réalité, et maintenant nos budgets vont être vraiment pilotés à la demande et plus dans un fichier spreadsheet qu'on aurait écrit 8 mois dans le passé. Donc ça a eu vraiment beaucoup d'impact. Et évidemment, on parlait de la croissance rentable, ça c'est indispensable pour nous, et le ROI, le retour sur investissement, évidemment il est positif, on gagne presque 10 points. Donc c'est un test qui a été vraiment très très concluant et qui va avoir, je suis sûr, beaucoup d'impact dans le futur. Ouais, impressionnant, et surtout qu'on voit que ça dépasse même le scope du média, parce que ça sert aussi à resizer vos équipes. Donc bravo. Alexis, on se parlait tout à l'heure de votre plan FAIR 2030 qui a pour objectif de doubler la base client. Est-ce qu'on a réussi ou pas à poser les premières briques de ce plan de croissance, et surtout qu'est-ce que ça donne en termes de qualité? On est bien parti, ça commence bien. Donc ce test a été concluant, je crois qu'on peut le dire. On est sorti du pilotage au clic, à l'impression, comme c'était traditionnellement le cas avec Google. On l'a vraiment dépassé, on est allé au-delà. Ça reste des KPI, disons, secondaires. Les tests nous ont montré qu'on arrivait à générer 30% d'ouverture de compte additionnelle. Donc pour nous, c'est un vrai gain. Et dans le même temps, on a parfaitement maîtrisé nos coûts d'acquisition. Donc ma crainte du départ, finalement, elle était plus fondée. Et donc c'est un test qui a été, on va le dire, concluant, et qui présente un moteur de croissance redynamisé, j'ai envie de dire. Ok, toujours un plaisir d'entendre ça. Et merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci aussi pour votre ouverture, parce que en fait, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que ça a aussi été possible grâce à votre mindset qui était relativement ouvert. Donc merci pour ça. Et donc, si on doit retenir deux choses aujourd'hui, c'est que la flexibilité budgétaire, ça paye. C'est un levier c'est un outil de croissance massif. Et pour résumer, de ton côté, chez Skello, on a vu qu'on pouvait investir, en investissant à contre-courant des concurrents, grâce à la data, en fait, capter des opportunités. Et avec toi, Alexis, chez Fortuneo, qu'on pouvait, en alimentant l'algo avec les bons signaux, first party data, bien utiliser les outils aussi, que ce soit Broadmatch, la base, mais aussi AI Max, Pimax, etc. Nourrir les algos pour lui donner la bonne définition du succès business, et puis croître de façon pérenne. Peut-être pour vous aujourd'hui, l'idée claire à retenir, c'est peut-être ne laissez pas vos budgets guider vos investissements. Dicter votre croissance, pardon, c'était la catchphrase qu'il fallait que j'apprenne par cœur, que je n'ai pas fait, mais laissez la demande réelle du marché guider votre croissance et vos investissements. Et du coup, peut-être plus important encore pour vous, et c'était là que je trouvais peut-être le main takeaway entre guillemets de cette table ronde, que vous soyez une grande entreprise, une scale-up, que votre parcours en ligne se passe comme Fortuneo, ou bien qu'il soit hybride avec une partie offline et les sales qui rappellent derrière les leads qualifiés. L'approche du pilotage budgétaire flexible et donc demand-led, c'est maintenant que ça se joue. Merci beaucoup pour votre attention, merci encore pour votre témoignage, et puis on se retrouve pour encore plus d'interventions. On l'a vu ce matin, le visage du search, il change. On ne peut plus faire du marketing comme avant. Tenter de cartographier des milliards de requêtes seul, ou alors comprendre et tenter d'appréhender le comportement des utilisateurs manuellement, c'est beaucoup de temps perdu et surtout, c'est devenu impossible. Face à cela, les besoins de vos équipes marketing, ils évoluent aussi. Elles ont envie de plus d'automatisation, mais toujours du contrôle. Elles ont toujours besoin d'un plus grand volume de leads, mais de qualité. Et elles accordent une importance toute particulière à la mesure de la performance et à la transparence, bien sûr. Alors, dans ce contexte, nos outils Google, ils évoluent avec toujours plus d'IA pour vous aider à atteindre ces performances. Alors ce matin, avec Pierre-Édouard, on va vous présenter ces solutions et comment en tirer le meilleur parti avec la data, ce carburant essentiel à l'intelligence artificielle. Alors nos 3 solutions les plus adaptées pour les acteurs du lead gen, vous les connaissez.
AI Max, DemandGen et PerfMax. Et celles-ci ne cessent d'évoluer pour toujours plus de performance et de contrôle grâce à l'IA. La première solution, c'est AI Max. AI Max, ça va vous aider à capturer l'intention. Alors, ce n'est pas un nouveau type de campagne. C'est l'intégration d'une surcouche d'IA dans vos campagnes search existantes pour vous aider à capturer ces nouvelles requêtes du Future of Search ou tout simplement celles auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Il y a 3 fonctionnalités. D'abord, Search Term Matching, votre marque pertinente à chaque intention. L'IA de Google comprend vos signaux, vos landing pages, vos créas et va s'assurer d'aller chercher la recherche, l'intention cachée derrière cette recherche. La deuxième, Text Customization, votre marque pertinente à chaque instant. L'IA générative personnalise en temps réel votre message et vos landing pages, enfin pas les landing pages, mais plutôt vos créas, afin de répondre mot à mot à la question posée. Et enfin, Final URL Expansion, votre marque pertinente au bon endroit. Quand un utilisateur se pose une question, l'IA de Google s'assure qu'il va arriver directement vers la bonne landing page pour trouver la réponse et va donc maximiser votre taux de conversion. Alors, vous pouvez bien évidemment combiner ces 3 fonctionnalités ou alors les tester une par une, comme on a vu avec AXA. Et la bonne nouvelle, c'est que cela se fait en un clic dans le paramétrage de vos campagnes. Mais pour vraiment tirer pleinement profit de cette solution, il faut définir des objectifs clairs et ne pas les changer quotidiennement. Finalement, c'est un peu comme un pilote automatique. Vous fixez une vitesse de croisière, il sera beaucoup plus performant que si vous accélérez et décélérez en permanence. Et une fois les objectifs définis, on l'a vu avec Maxime, soyez demand-led. Misez sur la demande, donnez de la flexibilité à vos budgets et laissez AI Max optimiser. Vous gardez le contrôle avec votre ROAS ou votre CPA cible. En moyenne, c'est 27% de conversion supplémentaire à ROAS ou CPA similaire. Et on l'a vu avec AXA, ça peut monter jusqu'à 69%. Alors la deuxième solution, c'est DemandGen. DemandGen, elle va vous aider à créer l'intérêt. En fait, DemandGen, ça vient en complément de vos campagnes Search et AI Max pour générer de la demande supplémentaire tout en gardant le contrôle. Elle vous permet finalement de susciter l'intérêt, de capturer la demande en diffusant les annonces auprès des audiences les plus pertinentes sur YouTube, sur Short, mais aussi sur Discover ou Gmail. Vous allez en fait capter davantage d'utilisateurs dans les différents moments de recherche, le streaming, le scrolling, le shopping, et aussi c'est finalement les recherches des utilisateurs. Parce que si Google est le moteur numéro 1 de recherche dans le monde, YouTube est le deuxième. Et pour se lancer, il y a 2 choses importantes. La première, créer et ajouter le plus d'images et de vidéos possibles dans vos campagnes. Et franchement, ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui avec les outils d'IA générative de Google. Vous pouvez aussi demander à nos équipes créatives de vous aider à adapter vos assets existants au bon format. Et la deuxième, encore une fois, mettez des objectifs clairs. DemandGen peut être optimisé au clic, peut être optimisé à la conversion, à la valeur ou alors au volume avec MaxConv. Alors, l'IA va ensuite se charger d'utiliser et diffuser les assets qui ont les meilleurs résultats en fonction des objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 1 an, nous avons apporté plus de 60 améliorations au produit. Et aujourd'hui, c'est 26% de conversion supplémentaire par euro dépensé qu'on voit. Et enfin, la dernière solution, c'est PerfMax. PerfMax, ça va vous aider à aller chercher du volume. Alors, beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. PerfMax, finalement, c'est le complément à AI Max et à DemandGen pour aller diffuser sur tous les inventaires de Google. Maps, Display. Et ça va aller chercher du volume de lead incrémental en fonction des objectifs que vous allez lui donner. Alors, on sait que vous cherchez toujours plus de transparence, de mesures et toute cette performance. Donc, on a ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités. La performance par canal, par exemple, des insights créatifs ou encore les enchères optimisées. Mais bon, une fois qu'on a parlé de ces 3 solutions, si on veut vraiment tirer pleinement profit de celle-ci, il y a quand même une chose qui est importante et dont on va parler avec Dorothée dans quelques instants. Quelle data allez-vous donner à l'IA ?
Alors c'est vrai, désormais, AI Max, PMax, Dimension sont prêts à devenir les outils les plus intelligents dans les mains de vos équipes marketing. Mais Pierre-Édouard, tu l'as dit, pour profiter pleinement de cette intelligence, il y a un levier qui est essentiel, c'est la first party data. Alors c'est quoi votre first party data ? La first party data, c'est cette connaissance client que vous allez créer, constituer petit à petit en observant ses clients et ses prospects interagir avec votre marque. Alors il y aura toutes les interactions en ligne, celles qui sont sur votre site internet. Donc ça peut être un bouton cliqué, une page scrollée, un formulaire demandé, un devis validé. Et puis il y a toutes ces interactions qui se passent offline, dans un magasin, dans une concession ou alors au service client. Eh bien, vous allez constituer une vision 360 de ce prospect et de ce client et vous allez en faire bénéficier l'IA de vos campagnes et seulement de vos campagnes. C'est vrai que ça paraît logique de confirmer qu'un lead qui a été généré en ligne est un lead de qualité pour vous parce qu'il a fini par convertir offline. Si vous faites bénéficier vos campagnes de cette vision 360, il va se passer 3 choses. La première, c'est que vous allez pouvoir prédire la valeur future d'un lead et vous allez pouvoir choisir combien vous voulez dépenser pour l'acquérir. La deuxième, c'est que vous allez trouver des nouvelles poches de prospects qui étaient jusqu'alors insoupçonnés pour vous. Et puis la troisième, non des moindres, c'est que vous allez pouvoir améliorer la mesure de la performance de vos campagnes. Et ça va vous permettre de donner plus de contrôle et de piloter plus finement vos campagnes. Alors ça y est, vous êtes convaincus que la first party data, c'est vraiment crucial pour vos campagnes. Mais j'entends un murmure dans la salle et je vous entends me dire, le problème, c'est que créer cette vision 360, en faire bénéficier mes campagnes, dans mon business, c'est pas facile parce que mes parcours, ils sont longs, ils sont compliqués et ils sont surtout fragmentés. Donc, on vous a entendu, en fait, on vous entend tous les jours nous le dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 2 fonctionnalités à vous présenter et ces 2 fonctionnalités, elles intègrent de manière native des technologies best in class pour assurer la confidentialité de vos données. La première, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est Google Tag Gateway. Google Tag Gateway, c'est une fonctionnalité de tagging qui va vous permettre de maximiser les signaux que vous collectez online malgré les évolutions technologiques. Google Tag Gateway, en termes de temps passé et de gains, c'est tout à fait bluffant. Les annonceurs qui ont mis en place Google Tag Gateway, ils ont récupéré 14% de conversion mesurée en plus. Et en fait, ça, c'est quoi ? C'est 14% d'intelligence en plus pour l'efficacité de leur campagne. Pour vous faciliter la vie, il y aura aussi dans l'interface un diagnostic qui va vous permettre de monitorer la collecte de ces datas. Ça, c'est la première évolution. Première fonctionnalité, je dirais. La deuxième fonctionnalité, c'est Google Ads Data Manager. Data Manager, c'est une interface au sein de Google Ads qui vous permet d'intégrer, de collecter ces données qui se passent offline dont on a parlé et qui sont souvent dans votre CRM de manière simple et évidemment sécurisée. Vous l'avez compris, il y a une grosse partie du puzzle qui se passe offline et donc pour faciliter l'import de ces données, Data Manager offre des connexions natives avec beaucoup d'outils tiers du marché. Donc, on le sait maintenant, Data Manager, c'est vraiment un pas essentiel pour la performance de vos campagnes. Alors vous l'avez compris, le coût de l'inaction n'a jamais été aussi élevé. Et le plan d'action n'a jamais été aussi clair. Il y a 3 choses à retenir. Capter la demande sans vous limiter, on l'a vu avec Maxime. Travailler votre performance et votre contrôle avec AI Max, Dimension et PerfMax et donner des objectifs clairs. Et enfin, différenciez-vous en utilisant votre first party data dans l'IA. Et s'il y a un acteur entre vous qui l'a bien compris, c'est Match Group, qui va nous parler de cette belle rencontre, j'irai peut-être même plus loin, ce beau mariage entre l'IA et la first party data. Merci à vous. Bonjour
à tous et toutes. Savez-vous qu'aujourd'hui, un couple sur deux se forme grâce aux applications de rencontres? La rencontre n'est donc plus le fruit du hasard, mais le résultat d'un véritable choix, un choix facilité par la technologie. Bienvenue Nona. Merci Laure, ravie d'être là. Nona, tu es Senior Director, tu es responsable de la stratégie digitale de Match Group, qui est le leader mondial de l'online dating. Ensemble, on va parler de la manière dont l'IA accélère avec succès la transformation de vos opérations digitales. Alors c'est vrai que face à l'IA, on peut avoir deux types d'émotions assez contradictoires, à la fois l'excitation de l'opportunité, mais aussi la peur de la perte de contrôle. Alors toi, Nona, avec ton équipe, vous avez pas seulement saisi l'opportunité IA, vous avez totalement repensé en fait la manière de piloter votre business via la définition d'un socle de mesures solide, la reclarification d'un KPI business unique et le pilotage à la valeur. Merci Nona d'être à mes côtés pour nous partager tes apprentissages. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous en dire plus sur Match Group et sur vos enjeux business? Tout à fait. Chez Match Group, on s'est donné pour vocation de créer de vraies connexions. Nos marques phares sont mythiques, disons demain pour les plus de 50 ans, et Even pour les parents célibataires. Il y a quelques années, rencontrer quelqu'un en ligne semblait encore atypique. Aujourd'hui, c'est devenu complètement la norme. Cela dit, le marché de dating est très concurrentiel. Il y a bien sûr des concurrents déjà très bien installés, mais aussi de nouvelles applications entrent sur le marché de dating tous les jours avec de nouveaux concepts. Et chez les utilisateurs, nous observons une dating fatigue qui nous pousse à innover dans le produit, mais aussi dans notre stratégie média, sachant que notre enjeu business est de faire entrer de nouveaux utilisateurs sur nos applications tous les jours. Et pourtant, en fait, malgré ces défis, vous enregistrez sur la dernière peak season une croissance à 2 chiffres. Alors, ce résultat, cette croissance à 2 chiffres, c'est vraiment le résultat d'un parcours exigeant. Il a fallu travailler différemment, il a fallu oser ouvrir le capot. On le sait, en fait, plus les outils sont puissants, plus ils nécessitent de la maîtrise. Est-ce que tu peux nous partager ce qui en interne a motivé chez vous ce changement? Notre équipe a une vraie culture de test and learn hyper exigeante. Nous sommes toujours à la recherche d'excellence et des dernières nouveautés du marché pour améliorer nos performances. Mais ce qui est également très important pour nous, c'est la mesure et de pouvoir bien mesurer et attribuer les résultats médias au business pour pouvoir décider si un test que nous faisons peut être déployé ou pas à plus grande échelle. Donc, pour obtenir ces super résultats business dont tu as parlé, on a dû repartir de la base, la mesure. Donc, on a fait un travail d'alignement crucial avec nos équipes médias, privacy et Google sur la collecte des données consenties, la régulation et nos objectifs business. Et on le sait, sans les signaux clairs, l'IA est aveugle. On ne peut pas espérer, dans un parcours lead gen long et complexe, d'avoir des bons résultats si on ne lui donne qu'une partie de l'information. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le trio gagnant, avec donc le consent mode pour avoir une gestion plus fine de consentement, c'est la base. Enhanced Conversions pour suivre et mesurer les conversions auparavant invisibles. Et On-Device Measurement pour modéliser les conversions des campagnes app sur iOS. Et on était même les pionniers à EMEA. Félicitations. Et l'impact, du coup, sur la visibilité des conversions a été immédiat. Énorme. On a en fait récupéré la visibilité sur près d'un tiers de conversions supplémentaires. Ces conversions existaient, mais l'algorithme ne les voyait pas. Et maintenant qu'il les identifie, il peut aller en chercher d'autres. Et c'est là, en fait, que l'histoire devient encore plus intéressante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fiabilisé la donnée, vous n'êtes pas seulement contenté d'optimiser le CPA. Vous avez eu une vraie réflexion sur quel était le meilleur KPI à suivre, en fait. Alors, c'est vrai que quand on est annonceur, on peut avoir tendance à vouloir suivre le KPI qui est suivi par la direction, et puis un KPI un peu plus opérationnel, parce que pour le suivi des performances, c'est quand même plus simple. Et puis, maîtriser un CPA et un CPL, c'est important. Et puis, si on peut avoir un CPC qui s'enflamme pas trop, c'est quand même bien aussi. Vous avez pris le contre-pied en fait, de tout ça et vous vous dites c'est un seul et unique KPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Historiquement, notre KPI principal, c'était le coût d'acquisition. On cherchait un maximum de volume au meilleur prix. Mais un lead qui ne convertit pas n'est pas intéressant pour nous. C'est pourquoi on s'est tourné vers un KPI beaucoup plus business, le revenu généré par un utilisateur au cours des 7 premiers jours suivant son inscription, le Day 7. Et c'est un KPI qui nous a été recommandé par l'équipe Mesure justement pour avoir un impact encore plus fort sur le business. Et le fait également d'avoir un seul KPI clair simplifie la comparaison, notamment dans un grand groupe comme le nôtre, avec un grand portfolio de marques et des pays différents. Concrètement, on a commencé à suivre et optimiser nos campagnes au Day 7 avec un pilotage par pays, par marque, par levier et par OS. Et maintenant, vous pilotez l'ensemble de vos campagnes web et app au Day 7. Donc, vous êtes passé d'un pilotage au coût à un pilotage au revenu. Maintenant, il y a une prise de risque quand même quand on met en place tout ça, que vous avez su contrôler. On a mis en place un pilotage en 2 temps. D'abord, le setup. On a défini de vrais objectifs de valeur centrés sur l'abonnement et on a directement fait le choix de transparence. Donc, on a partagé avec Google nos vrais objectifs business. Et ensuite, le déploiement. On est allé étape par étape, un pays test, une marque à la fois. Et une fois que le modèle a prouvé qu'il pouvait aller chercher le bon type de profil d'utilisateur pour générer du revenu pour nous, on a déployé ce pilotage au Day 7 à plus grande échelle. Et alors, moi, c'est ça que j'aime en fait dans cette approche, c'est que vous allez finalement au-delà du simple cadre du marketing digital, en ayant du coup ce socle solide de mesures, un KPI qui tient et le pilotage à la valeur. Finalement, vous avez une influence plus forte sur la stratégie financière du groupe. Est-ce que tu peux peut-être partager l'impact que ça a eu sur l'allocation budgétaire ? Au moment d'alignement des KPI avec Match Group US, on s'est rendu compte que notre Day 7 en Europe était au final plus élevé que ce qu'on pensait. Donc, on avait de la marge pour le baisser, rouvrir des pays, chercher plus de volume et donc, par conséquent, générer plus de revenus. On s'est très vite rendu compte que les leviers Google, Web et App étaient les plus performants. Et typiquement, cet été, pendant notre peak season, on a identifié sur nos campagnes en Europe un Day 7 revenu de 30% supérieur aux campagnes des autres marques du groupe. Et on a donc réalloué du budget acquisition sur nos leviers les plus performants. 30%, c'est monstrueux quand même. Et ça correspond vraiment à ce qu'on appelle casser l'effet black box, c'est-à-dire que vous avez apporté finalement toutes les informations nécessaires à l'algorithme pour aller chercher les objectifs que vous étiez fixés en termes de performance et de rentabilité. Donc vous avez cadré avec la mesure et le KPI unique et vous l'avez coaché après avec un objectif pertinent à atteindre et le pilotage à la valeur. Alors une fois que ce cheminement est fait, c'est vrai que ça vous permet d'accélérer de manière plus confiante sur les solutions 100% IA. Le revenu dégagé nous a donné de la marge de manœuvre pour accélérer sur les solutions AI-powered. Donc, on a activé encore plus PMax, Demand Gen et AI Max. Et notamment cet été, sur une des marques du groupe Plenty of Fish en Angleterre, on a activé donc, AI Max avec les fonctionnalités Text Customization et Final URL Expansion. Et on a observé 2 fois plus de volume et une augmentation de Day 7 de 20%. Ce qui est très bien. Ouais, bravo. 20% de hausse en activant AI Max, c'est énorme. D'ailleurs, tu l'as dit, en fait, vos next steps, ça va être d'accélérer sur AI Max sur de nouveaux territoires et également de nouvelles marques. Peut-être pour conclure, Nona, si tu avais un élément à transmettre sur ce qui avait été important pour Match Group dans ce cheminement, au-delà bien sûr de l'importance du rôle qu'a joué la technologie. 2 choses ont vraiment fait la différence pour nous. D'abord, le partenariat avec Google, un vrai travail main dans la main dans une logique de co-construction et pas juste d'une activation média. Et après, la transparence. On a partagé nos vrais objectifs business et ça a tout changé. Donc, cette ouverture combinée à la force de la techno nous a permis de connecter notre performance média à la valeur business réelle. Merci beaucoup, Nona, pour ce partage. L'équation de la performance, du coup, on la trouve grâce à une mesure, un KPI en lien avec le business, un pilotage à la valeur et bien sûr l'utilisation des solutions AI-powered. Maintenant, pour maintenir cette performance de manière durable, il faut également travailler sa marque. Donc, comment être présent sur les contenus préférés de vos futurs clients? C'est Jeanne qui vous en parle tout de suite. Merci de l'accueillir.
y a un mois, j'ai vécu une rupture avec ma banque. 8 ans de fidélité, une confiance totale, et puis un faux pas qui me fait dire c'est plus possible, il faut que je trouve une autre banque. Alors je commence à faire des recherches sur Gemini, sur le search, pour comparer les offres, pour bien comprendre les frais. Je vais sur des dizaines de sites, et puis comme des millions de Français, je vais tous les jours sur YouTube. Alors le matin, je fais un petit cours de Qigong sur mon portable. Dans la journée, j'écoute des ondes alpha pour bien me concentrer. Et puis le soir, quand j'ai besoin de décoder une actualité brûlante, je vais sur la chaîne Le Monde de YouTube. Et c'est là que je réalise qu'il y a une opportunité manquée, parce que si une banque s'était insérée dans mes contenus préférés, avec des valeurs qui correspondent aux miennes, avec mes critères de choix, eh bien, je l'aurais certainement considéré. Alors, l'opportunité, vraiment pour vous, les marques, elle est là. Elle est de s'inscrire dans des parcours digitaux ultra fragmentés où l'on recherche, où l'on stream, où l'on scrolle, où on prend de grandes décisions. Et Yann l'a rappelé ce matin, Google et YouTube sont au cœur des usages des Français. 86% des Français vont tous les jours sur Google et YouTube. Et en plus, la combinaison des deux, en fait, l'alliance du search, qui est ce vivier d'intentions brûlantes, et YouTube, cette plateforme de l'attention, eh bien, ça marche. Les études le montrent. Aux États-Unis, il y a quelques mois, on a analysé 4000 MMM. Et en fait, on a montré que l'alliance du search et YouTube crée un uplift de 21% sur le retour de vos dépenses publicitaires. Donc, c'est important. Ce qui change la donne aujourd'hui, c'est l'IA. Parce que l'IA, justement, va vous accompagner dans ces parcours, parce qu'elle capte des signaux ultra complexes, le device, l'heure de la journée, et va diffuser finalement le message à la personne qui sera le plus enclin à engager, à regarder votre publicité. L'IA, elle change aussi la donne, on va le voir, parce qu'elle facilite la déclinaison publicitaire, qui est aujourd'hui un facteur de performance. On verra un exemple tout à l'heure. Et tout ça, ça marche particulièrement bien sur YouTube, cette IA. La plateforme, elle a aujourd'hui 20 ans. Elle est au cœur des usages. 43 millions de Français de 15 ans et plus regardent YouTube chez eux. Il y a à peu près 57 millions de Français qui ont plus de 15 ans. Donc c'est vraiment une très grosse partie de la population. Et en plus, ces Français, enfin la totalité des Français, regardent en moyenne 52 minutes YouTube par jour sur la totalité des écrans. Et en plus, YouTube façonne la culture. Les talents de YouTube sont devenus des phénomènes de société. C'est le cas de Squeezie. Un épisode de Squeezie, c'est 20 millions de téléspectateurs. Hugo Décrypte, c'est de la référence en termes d'actualité chez les moins de 35 ans. Donc, vous le voyez, en plus, il y a un rapport de confiance qui est complètement étonnant entre YouTube, enfin les créateurs YouTube et les Français, puisque 98% des Français disent qu'ils auraient plus confiance dans les créateurs YouTube que dans ceux des autres réseaux sociaux. Donc, vous le voyez, YouTube, c'est un super écrin pour faire rayonner vos marques. Moi, ce matin, j'ai eu envie de vous partager l'exemple de 4 marques qui ont vraiment tiré profit de la plateforme YouTube et qui se sont posé des questions que vous vous posez et qui ont aussi réussi à lever des freins. Parce qu'il y a des freins parfois dans l'activation de YouTube. On peut se poser des questions budgétaires, on peut se poser des questions d'organisation, parce que YouTube est un peu peut servir des objectifs de branding, mais aussi d'acquisition. Donc c'est parfois 2 équipes dans vos organisations. Et puis, ce problème de déclinaison d'assets publicitaires. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment je fais pour être présent en prime time, donc bénéficier de l'écran télé, quand j'ai un petit souci, mon budget se rétrécit. Alors, c'est l'exemple de Meilleur Taux, qui a vraiment compris la croissance fulgurante de l'écran télé et qui, pour servir ses objectifs de notoriété et de considération, a vraiment utilisé YouTube de manière massive pour s'insérer dans ses audiences et avoir un engagement aussi fort, puisque les vues sont engagées sur YouTube.
Et résultat, ils ont une couverture forte, 70% de couverture, et un boost de notoriété de 8 points. Un autre enjeu que vous avez, c'est gagner la bataille de l'attention. Comment faire en sorte que mon message soit mémorisé et qu'il booste les ventes? Eh bien, une marque qui adore innover a pris très tôt ce virage des solutions boostées à l'IA, et c'est Free. En fait, Free, ils avaient un objectif de considération, et ils ont bien compris le fait que les parcours étaient multi-device, donc ils ont créé différents assets, des courts, des longs, des verticaux, des horizontaux, et ils ont utilisé l'IA de manière automatique, ils se sont appuyés sur la capacité d'automatisation de l'IA pour livrer ce bon message à cette bonne personne. Et ils ont eu un boost de mémorisation de 19%, c'est assez colossal. Et évidemment, ils ont réexposé les populations les plus engagées avec Dimension et AI Max, et ça a eu un effet important sur leur conversion. Alors vous me direz, c'est sympa, mais les assets publicitaires, de faire des déclinaisons juste pour YouTube, ça prend du temps, c'est de l'argent aussi. Et United, c'est un exemple assez intéressant puisque c'est le leader du crédit instantané, a trouvé une parade en s'appuyant vraiment sur l'IA générative. Donc notre modèle VO3, ils ont travaillé avec Artefact, et ils avaient un objectif de notoriété, ils voulaient être sur YouTube, et en 3 semaines seulement, ils ont créé des assets qui leur ont permis d'avoir une super efficacité. Vous voyez, ils ont eu non seulement une efficacité sur le prix, mais aussi sur la visibilité. Un CPM à moins 30, un CPV à moins 22, beaucoup plus d'impressions que s'ils avaient utilisé leurs assets télé. Donc voilà. Donc ça, 3 exemples. Et puis je voudrais terminer par un quatrième exemple. Alors il se trouve que Arnaud, ce matin, a déjà mentionné la marque. Je l'ai un peu découvert. Mais voilà, c'est une marque qui est créatrice de contenu, qui est devenue vraiment créatrice de contenu et qui en plus se sert de YouTube pour servir ses objectifs en complément du search. Cette marque, c'est Engie. Il y a 5 ans, ils ont créé une chaîne, J'agis avec Engie, où ils ont fait des vidéos pour mettre en valeur la manière dont on pouvait faire des économies d'énergie. Ils ont fait un grand nombre de ces vidéos tout seuls, et aussi quelques vidéos avec des créateurs comme Natou. Eh bien, aujourd'hui, cette chaîne, elle rassemble 250 vidéos, 58 millions de vues cumulées et 440 000 abonnés. C'est absolument colossal, c'est la plus grosse chaîne d'énergie au monde. Donc, non seulement ils utilisent YouTube comme une plateforme d'engagement très forte, mais également ils utilisent la puissance full funnel de YouTube par exemple, pour booster la considération d'une de leurs offres. Par exemple, cet été, ils ont utilisé nos formats YouTube pour aller chercher de la couverture et Dimension, et ce qui leur a permis de générer beaucoup plus de couverture, 17%, avec un tout petit peu plus de budget supplémentaire, 2,5%. Et ils se sont aperçus que dans les conversions qui étaient générées online, il y avait 55% de ces conversions qui étaient assistées par YouTube et Dimension. Donc ça, c'est un super exemple qui montre pour les acteurs de la lead gen, quand on combine le search, YouTube et l'AI, c'est un tiercé gagnant. Voilà. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous dire, YouTube change, est au cœur d'une révolution culturelle, il y a des audiences massives, donc utilisez la plateforme, et n'ayez plus peur de l'IA pour la pub, puisque ça a vraiment un impact très fort sur la considération, le passage à l'action, les résultats sont assez bluffants, et puis cette déclinaison publicitaire, franchement, elle est extrêmement facilitée. Alors, avant de laisser la parole au directeur marketing Alexandre, une des marques préférées des Français, j'ai appris que c'était le 2e site e-commerce de France, c'est quand même assez majeur, donc Le Bon Coin. Et quoi de mieux pour finir que de se plonger au cœur de la magie de YouTube et des contenus qui nous ont fait vibrer en 2025. Merci beaucoup. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit, je peux pas le faire. Le Vendée Globe, c'est vraiment le départ vers l'inconnu total. J'ai hâte de découvrir tout ça. Breathing in, breathing out, how you been?
settle down. Does it mean? Je pense vraiment qu'on a le meilleur YouTube mondial. Une saison qui a été incroyable. Quel Tour de France des Françaises. Loïs Boisson marque l'histoire. Dès que j'arrive, ça regarde de travers. Capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec l'équipe armée. Je m'organise comme si je mourrais jamais. One, two, three, four. Il passe un moment incroyable. Et juste des gens, ils aiment pas le fromage. Quelle vie de merde! C'est vrai que c'est dur. On va défier 50 abonnés dans 50 kartings. En vrai, l'eau, elle est à 40 cm. C'est juste des idées, une envie de créer des choses et de le montrer aux gens, et c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est les gens qui m'ont rendu bienveillant. YouTube, c'est toute ma vie et je voulais vous remercier pour tout. Je suis juste reconnaissante et vraiment heureuse de tout ce que j'ai vécu. J'aurais jamais les mots qui se disent pour vous dire à quel point j'aime ce que je fais. Je pensais pas que j'allais faire tout ça. Bravo. Bravo pour cette saison. On ne peut pas penser à autre chose que qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Bonjour à tous, alors je suis très content d'accueillir Alexandre. Alexandre, tu es le CMO du Bon Coin. Alors le Bon Coin, on vient d'en parler, c'est une des marques préférées des Français. C'est aussi un des sites les plus visités. Et malgré ça, cette année, tu as ressenti l'urgence de moderniser la marque Le Bon Coin. Et concrètement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé d'investir massivement en branding, en mettant YouTube au centre de votre approche, et puis surtout en vous focalisant sur une verticale à fort enjeu pour vous, qui est l'immobilier. Alors Alexandre, nous, ce changement de cap, on l'a vécu à vos côtés. Mais avant de parler de ça, c'était quoi le point de départ de ce virage? Ouais, merci Stéphane. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui parmi vous. Pour poser le contexte très rapidement, Le Bon Coin, c'est une marque assez connue. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui connaissent et utilisent. Quelques chiffres. D'abord, en termes d'audience, Le Bon Coin, c'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 30 millions de visiteurs uniques par mois en France. Donc, c'est pas encore Google, mais on se rapproche, donc méfiez-vous. C'est une marque très connue. 70% de notoriété spontanée. Ça a été dit, deuxième site e-commerçant de France après Amazon, premier site commerçant français en France. Donc c'est une marque très installée qui bénéficie d'une super notoriété. Ça, c'est le premier point du contexte. Le deuxième point du contexte, qu'est-ce qu'on fait chez Le Bon Coin ? On fait beaucoup de choses. On a clarifié notre stratégie l'année dernière pour se focaliser sur 3 catégories clés. Ces 3 catégories clés, c'est les biens de consommation, qui est une catégorie pour laquelle la plupart des gens reconnaissent et identifient spontanément Le Bon Coin. La deuxième, c'est l'automobile. Et la troisième, c'est l'immobilier. Voilà, des catégories, comme vous le voyez, très diverses dans les parcours d'achat. Et sur l'immobilier spécifiquement, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Stéphane, c'est un marché extrêmement intéressant. C'est d'abord un marché qui, comme beaucoup de marchés en ce moment, est en mutation profonde, dans un contexte financier qui a beaucoup bougé, depuis la guerre en Ukraine il y a 3 ans, avec une forme d'incertitude qui impacte ce marché. Un marché en mutation du fait de l'IA, donc je vais pas tout lister, mais comme beaucoup de marchés, il n'y coupe pas. Et puis c'est un marché qui a ça d'intéressant, et c'est le point commun avec les acteurs, notamment Banque Assurance, qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est un marché de temps long.
où en moyenne, un Français ou une Française change de logement tous les 7 à 10 ans. Donc ça veut dire que pour gagner sur ce marché, il faut être présent dans cette petite fenêtre de 7 à 10 ans. Et c'est toute la difficulté pour arriver à être pertinent. Voilà. C'est un point important que tu as abordé, puisqu'il y a une différence évidemment entre la notoriété, être connu, et puis la considération, donc l'intention d'achat. Chez Le Bon Coin, l'enjeu, véritablement, il était sur la considération. Maintenant, on sait que dans le lead gen, on a des cycles de vente qui sont longs, voire très longs. On parle souvent de plusieurs semaines. Dans le cas de l'immobilier, c'est même des mois, voire des années, donc ça complique tout. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que vous êtes parti dans une recherche de considération vraiment active auprès de tous les futurs acquéreurs en France? Oui. Bah, justement, tu viens de le dire, c'est bien parce que la fenêtre, elle est très espacée dans le temps et qu'elle est courte, qu'on est obligé, pour être leader sur ce marché-là, d'aller travailler la considération, parce que tout ce qui compte, c'est quelle appli les Français vont utiliser, quelle appli ils vont mettre dans leurs mains au moment où le projet immobilier se déclenche, tous les 7 à 10 ans. Et donc ça déclenche forcément 3 réflexions, 3 axes de travail. Le premier, c'est que pour travailler la considération, il faut toucher tout le monde. Presque tous les Français et les Françaises ont la chance d'avoir un toit au-dessus de leur tête, donc presque tous les Français sont concernés par un projet immobilier tous les 7 à 10 ans. Donc c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les classes d'âge intermédiaires, c'est vrai pour les plus seniors, les urbains, les périurbains, les ruraux, c'est tout le monde. Donc il faut travailler tout le monde, c'est pas évident. Le deuxième point, évidemment, quand on travaille tout le monde, on ne raconte pas la même chose, donc il faut travailler ses messages pour chacune des cibles. Et puis, pour s'assurer que tout le monde est touché, on doit prêter une grande attention à notre mix média pour s'assurer qu'il est bien représentatif de ce que les Français consomment comme médias pour pouvoir parler à toutes ces tranches de la population. Ok, donc on comprend que tu as eu un vrai sujet sur comment capter l'attention de toutes tes audiences. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, au final, c'est la manière dont vous avez remis à plat votre mix média historique. Tu peux en partager, s'il te plaît? Oui. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir par rapport au développement de la plateforme Le Bon Coin, c'est que pendant... donc Le Bon Coin, on n'a pas 20 ans, comme YouTube, on a 19 ans. Donc, on aura 20 ans l'année prochaine. Pendant très longtemps, Le Bon Coin a construit sa croissance grâce aux moteurs que sont les biens de consommation, qui est la catégorie pour laquelle la plupart des Français connaissent Le Bon Coin, et que pendant de nombreuses années, l'immense trafic apporté par les biens de consommation a permis de nourrir les autres catégories de produits, notamment l'automobile et notamment l'immobilier. Et donc, sans consentir de vrais efforts de marketing et de communication à l'immobilier, Le Bon Coin a réussi à se hisser à la place de leader français des portails immobiliers, ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc ça a marché pendant un temps, mais on s'est dit que ça ne marcherait plus pour le futur et qu'il fallait changer de recette et changer de braquet. Donc on a fait 3 choses. La première chose qu'on a faite sur le marché immobilier, c'est qu'on a investi massivement. Pour la première année en 2025, on a déployé des très gros budgets médias pour consolider cette place de leader et pour travailler cette considération de marque. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on a construit un mix média équilibré entre de la brand et de la perf. Donc la perf, on aime beaucoup ça. Ici, dans cette salle, je pense, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est super. Ça se mesure très bien, il y a plein de super outils, mais ce n'est pas le seul ingrédient nécessaire de la recette quand vous savez que vous êtes dans un marché avec une fenêtre de tir entre 7 et 10 ans. Donc on a eu de manière intentionnelle un mix média assez brand heavy. Et puis le troisième point, quand on rentre dans la brand, c'est qu'on a fait évoluer notre mix média pour se tourner davantage vers le online, pour une raison franchement bête comme chou, qui est que les usages de nos audiences, ils évoluent, que la télé linéaire, qui est, je ne vais pas me faire d'ennemis dans la salle, qui est un super média, c'est un média qui a quand même plus tendance à toucher les classes d'âge plus âgées, que ce n'est pas le meilleur channel pour toucher les 20-40,
Et donc, logiquement, vu que les 20-40, ils font autant partie du marché que les autres classes d'âge, c'est vers la vidéo online et vers YouTube qu'on s'est tourné pour avoir cette présence à l'esprit chez tout le monde. Ok, moi je trouve que vous avez été hyper audacieux finalement à tout revoir, et puis ça vous l'avez fait en très peu de temps au final. Côté Google, on vous a aidé à monter en puissance sur vos activations YouTube, et ça pour atteindre, comme tu le disais, une de vos objectifs qui étaient des cibles plus jeunes. Maintenant, il y a une chose que tu n'as pas dit, et je voudrais qu'on revienne dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle aujourd'hui qui sont concernées et qui ressentent ce point de blocage. Tu as très vite identifié des enjeux sur deux choses. Un, la gouvernance, et puis deux, la transformation des équipes. Oui, tout à fait. Alors, moi, ça, c'est ma question préférée de notre petit talk avec Stéphane. D'embarquer les transfos en interne et comment embarquer les décideurs, c'est ma question préférée parce que je trouve que embarquer tout le monde dans une stratégie de brand heavy, une stratégie de brand, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et pourquoi c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi, c'est parce que mon expérience de marketeur, c'est que les investissements de brand, ils concentrent des croyances et des fantasmes auprès des CEO et des CFO qui parfois ont l'attente que parce qu'on vous donne tel budget de brand, ça va multiplier le chiffre d'affaires par 2 l'année prochaine. Et moi, mon expérience, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et donc, il y a beaucoup de croyances et beaucoup de mystères autour de ces investissements de brand. Et la recette que nous, on a appliquée pour contrer ça, c'est d'aller construire de la confiance sur pourquoi est-ce qu'on déploie ces investissements. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a construit et montré un framework clair d'investissement et de mesure en disant ça, c'est la brand, on va mesurer comme ça va servir à ça. Ça, c'est la perf, on va mesurer comme ça va servir à ça. Et on a passé beaucoup de temps à faire de la pédagogie et de l'explication en interne pour avoir un vrai, pardon pour l'anglicisme, buy-in, un vrai, je ne sais même pas comment on dit en français, qu'ils soient vraiment d'accord sur la stratégie qu'on déploie et qu'il n'y ait pas de fantasme sur l'impact que YouTube va avoir au cours de l'année. Ça, c'était la plus grande transfo. Et après, il y a évidemment des enjeux d'exécution auprès des growth teams en interne qui ont dû appréhender ce levier plus nouveau que les autres, et notre studio de création interne également, qui a dû modifier ses flux de production pour accueillir la création YouTube qui est très gourmande en créa et en itération. Ok, alors on va voir maintenant, on va parler de l'efficacité du dispositif, on va voir quelques-unes des créas derrière nous qui ont été utilisées pour ces différentes vagues de considération. Sur YouTube, vous avez généré plus de 200 millions de vues. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as observés ? Oui. Alors, on est globalement content ou très content des résultats de 2025. Il y a un certain nombre de chiffres clés à partager. Je vais aller vite. Au total, on a eu 240 millions de vues sur YouTube, donc ça montre quand même que c'était un dispositif relativement ambitieux avec des bons chiffres en effectiveness. Ça, c'était le premier chiffre. Le deuxième, c'est le CPM. Qui s'établit à 5 € cette année. Et comment est-ce qu'on sait que c'est bien ? On peut toujours faire mieux, mais notamment on le compare au CPM qu'on a sur la télé linéaire et on est dans le même ordre de grandeur. Donc au moins ça nous fait dire qu'on est à peu près dans la plaque. Et puis après, sur les métriques un peu plus marquants du succès, on en a deux, qui sont les mêmes, mesurés de manière différente. Le premier, c'est le lift de considération mesuré avec les équipes Google sur YouTube, population exposée, population pas exposée, quel est le lift de considération de la population exposée. Et là, on a obtenu entre 4 et 5 points de lift, ce qui est un assez bon chiffre d'après nos benchmarks. Et puis le deuxième marqueur de considération, et c'est le dernier KPI, c'est la considération au global, en fait, indépendamment de YouTube, quand on teste avec nos brand trackers, avec Ipsos, Arnaud était là ce matin, où on a gagné 2 points de considération sur le marché immobilier auprès de l'ensemble de la population française, sachant que notre considération est déjà assez élevée. Et que 2 points de considération, ça pèse très lourd. Et ça pèse très lourd quand vous avez fait le boulot en amont d'éduquer les décideurs sur le fait que la considération, c'est super important et qu'un point de considération, c'est game changer sur un marché. Voilà, donc en global, très content. Ok, alors les résultats, ils sont là. Le modèle, il est validé. La machine, elle est lancée. Pour 2026, maintenant, c'est quoi les prochaines étapes pour Le Bon Coin ?
Alors, on a 3 sujets que j'évoque très brièvement. Le premier, on va investir encore davantage parce qu'on est content des résultats, donc ça, il faut y aller. Le deuxième, on va exécuter mieux. Donc, on a un enjeu d'exécution dans tous les sujets que j'ai évoqués, de encore mieux appréhender YouTube, encore mieux maîtriser les flux entre les équipes créa et les équipes médias. Et puis le dernier sujet très intéressant qu'on va pouvoir tous observer de toute façon dans cette pièce dans les années qui viennent, c'est comment est-ce que l'IA va nous aider sur l'aspect créatif à créer, optimiser les campagnes sur YouTube, comme je le disais, très gourmand en créa, avec beaucoup de possibilités d'optimisation. Donc ça, c'est un gros axe de travail. Ok, bah bravo pour ces résultats. En tout cas, tu prouves qu'on peut bousculer son mix média historique et obtenir des très bons résultats avec YouTube. Alors, il y a 3 messages que je retiens de notre entretien. Premièrement, la réalité de l'audience. Jeanne en a parlé tout à l'heure. YouTube, c'est un carrefour d'audience qui est incontournable aujourd'hui. Et qu'on soit au final une marque établie comme Le Bon Coin ou une marque émergente, il est important de se positionner pour être là dès le moment de la vérité. Deuxièmement, on a parlé d'un format, c'est Video View Campaign. C'est le meilleur format au final qui travaille activement le terrain pour générer des leads pour vos campagnes lower funnel. Et puis le troisième point, c'est la mesure. On a parlé de CPM, mais évidemment aller au-delà de ça. Dans Google Ads, dans Brand Lift Survey, vous avez le livre de considération, le métrique que tu as évoqué, qui est disponible et c'est finalement le meilleur moyen de vous assurer que votre argent travaille intelligemment pour votre marque et votre business. Alors merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup à tous. Merci Stéphane.